Salut, ça va? Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ben oui, ça va très bien, en direct des Canaries, donc je suis très content. Oh, Le problème, c'est que dès que je suis arrivé, il a fallu que la tempête, me suive de France, enfin de Belgique pour le coup, jusqu'ici, et donc c'est pas, hyper marrant pour le moment, mais il paraît qu'il va commencer à faire beau la semaine pro, du coup, j'attends. ok. Donc, et si j'ai bien compris, avant qu'on ait cet enregistrement, on peut pas dire que c'est des vacances? Non, c'est interdit de dire ça. En fait, tous les normies que je connais m'ont dit que c'était des vacances et donc ne me dis pas que c'est des vacances. C'est pas des vacances, c'est juste que je travaille en remote, depuis un endroit, plutôt à la base qui est censé être paradisiaque, mais qui ne l'est pas pour le moment. Et voilà. Ok, tu restes combien de temps du coup? J'ai pas encore de billet retour, donc je sais pas encore trop quand est-ce que je vais rentrer, probablement à la fin du mois. Et après on verra, hein. Ok, On verra ce que bon, l'avenir on nous verra. réserve. Et toi? Écoute, moi je suis toujours dans mon chalet, tout se passe Ouais. bien. Il est vraiment cool ce chalet. C'est bizarre, mais ça met une vraie ambiance quand j'ai des zooms avec les gens. Il y a une vraie, je sais pas, il y a une ambiance plus chaleureuse qui se crée grâce à ce fond. Je sais pas si, bon bah, ceux qui sont sur Spotify, Apple Podcasts, etc., ne voient pas trop de quoi je parle, mais vous pourrez faire un tour sur YouTube pour voir ça. Ouais, moi, ce que je kiffe Euh, bien, c'est l'espèce de bison derrière toi, là. Il a T'as vu l'air, ou quoi? il a de la gueule. Si je bouge même, je sais pas ce qu'il y a des trucs sur la table, il y a du whisky et je sais pas trop, j'ai jamais regardé. Bon. Peut-être un mort, Écoute, hein. En vrai, ça pourrait être marrant de faire. Enfin, on en parlera aussi une fois, mais le business des Zoom background est génial aussi en termes de créativité. Tu peux vraiment aller très loin. clairement, au début de quand Zoom avait lancé les backgrounds customisables, il y avait des gens qui s'amusaient à vendre des backgrounds. Je pense que c'est cool. Après, je pense que c'est Ouais, genre, c'est c'est pour le kiff, quoi. effervescent. Tu fais Ouais. quelques cas et voilà, quoi. Mais ça, bon, long terme, ça risque d'être compliqué, quoi. Après, En tout cas, si je ça peut peux. être un produit d'appel pour des boîtes de services. Ah oui, C'est-à-dire oui, tout à fait. que tu peux faire de la lead generation en disant, bah, on vous offre des backgrounds customisés et donc tu récupères les informations des clients et enfin des prospects et après tu essaies de leur vendre d'autres services. Donc ça peut être un produit d'appel, un lead Ouais, generation. ouais, pas mal, bien. C'est intéressant ça. Et, euh, et moi, j'ai découvert via la communauté FarmSpot un type qui a posté, je sais pas si tu as vu ou pas, c'est un TikToker qui a créé enfin, je sais pas si on appelle ça un filtre ou pas, mais en tout cas, c'est ouais, une image 3D de lui en train de bouger en forme un petit renard bleu et Ok. il est connu sur TikTok pour avoir ce filtre-là. Il a plus de 5 millions d'abonnés, etc. Et je trouve que c'est extraordinaire et ça rejoint. Et j'en profite pour te remercier. Tu m'as invité sur une app qui s'appelle Clubhouse, qui est une app Ouais. sur laquelle les gens se rejoignent pour parler et chatter oralement. Et il y avait Balaji, donc c'est un investisseur dont on a déjà parlé, un investisseur qui est vachement dans la crypto, qui disait qu'il y a probablement que dans le futur, il y aurait une grande distance entre notre identité sur Internet et l'identité qu'on a dans la vraie vie, et que c'était plutôt quelque chose de positif en fait. Et ça, c'est peut-être, tu vois, juste l'émergence de cette tendance-là Mm, via mm, mm. des trucs qui paraissent fun, Des genre les zoom avatars. background, les Ouais. avatars. Et je trouve ça vraiment intéressant, un sujet à creuser. Grave, grave. Et c'est intéressant c'est trop drôle que tu parles de ça parce que j'ai vu un tweet, c'était ce matin, ou hier, je crois que je te l'ai envoyé, je suis pas sûr, mais en gros, il y avait Naval et Balaji qui faisaient un Clubhouse. Donc en gros, ceux qui connaissent pas Naval et Balaji, c'est genre 2 investisseurs ultra connus, aux US, qui ont des success stories monstrueuses, qui ont je sais pas comment on dit en français, un sharpness de pensée, une clarté de pensée qui est époustouflante selon moi. Je sais pas ce que tu en penses, mais Je suis et qui du d'accord. coup ont fait viennent de s'inscrire sur Clubhouse où ils étaient déjà inscrits, je sais pas quoi. Je crois même que Naval est investisseur, je suis pas sûr, mais bon, soit c'est pas le sujet. Et ils ont fait un chit-chat entre eux avec d'autres personnes et il y avait des centaines de personnes en train de les écouter. Et ils ont fait ça le matin super tôt. Alors pour eux, c'est pas tôt. Mais alors, on parlait dans le dernier épisode du problème de la time zone entre l'Europe et les US. Et genre, ça m'a fait chier, quoi. Quand j'ai vu, parce que j'étais en train de faire un coaching le matin, c'était hier matin, je crois.
et je pouvais pas Ouais. assister au live parce que je pouvais pas en fait, parce que c'était le matin et que selon pour eux, c'était la soirée. Donc si ça avait été le soir pour moi, ça aurait été nickel. Et alors le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai déjà essayé de record sur Clubhouse. Je me suis dit: «Bah, s'il y a une conversation intéressante, je vais la record et je vais la réécouter plus tard». Donc c'est-à-dire que j'ai un iPhone, donc j'ai activé le record de Mmh. mon iPhone, et Clubhouse t'envoie une notification pour te dire: «C'est interdit de record les conversations Clubhouse et si on vous spot en train de record, on vous bannit». Et le truc de Clubhouse, c'est que c'est du live et il y a pas de post, il y a pas de replay, quoi. Et du coup, je me suis dit: «Je suis sûr, il y a moyen de se faire une petite chaîne YouTube, où, tu t'en fous, tu bypasses ça, tu recordes tous les sujets, genre intéressants à la ce Naval et cetera, toutes les discussions intéressantes et tu les republies sur YouTube et tu fais du repurpose du content qui est du coup inédit parce que toutes les personnes parce que pour le coup, sur Twitter, hier, après la discussion avec Naval et Bellagi, il y avait des dizaines de personnes qui tweetaient en mode: «Putain, j'ai raté la converse, Il y a des threads fait qui sont chier que je sortis, peux ouais. pas les» Mmh. ouais, il y a des threads qui sont sortis, c'était là en mode: «Putain, j'ai raté la converse, fait chier, je peux pas la réécouter» et je suis sûr, il y a moyen d'avoir une petite chaîne YouTube qui cartonne en repostant ou même un TikTok, en repostant des audios des conversations, Et ce et que de je trouvais bypasser. génial sur ce live, qu'ils ont fait, c'est que c'était un live pour aider les entrepreneurs indiens à s'implanter, aux Ouais. États-Unis et en fait faire un petit peu un état des lieux et comment ça fonctionne et cetera. Bref, un truc, plein d'insights, mais en même temps assez basique. Et finalement, moi, j'étais en train de regarder qui était dans la conversation sur Clubhouse. Il y avait, allez, 50 d'Indiens, le reste, c'était des blancs becs comme toi et moi qui étions là en train d'écouter juste parce que c'est 2 mecs extraordinaires qui parlent, même si c'était pas à la base le titre, enfin l'audience à la base, c'était pas pour nous, quoi, tu vois? En théorie, vu que c'était spécial indien. Mmh. Et je trouvais ça intéressant. Ouais. Vraiment, c'est super intéressant. Et l'autre jour, quand j'allais faire mon test Covid avant de prendre l'avion, bah, c'est le jour où tu m'as envoyé la fameuse invite où il y avait Balaji, Naval, euh, le Eric Weinstein là, tu vois, le type qui a Ouais, le ouais. podcast de Portal, et c'était hyper intéressant. Enfin bon, donc Mmh mh. voilà. Donc il y a une grosse plus-value et donc en fait, Clubhouse, en gros, pour que les gens sachent, c'est une app qui s'est lancée, je pense, au début du confinement l'année passée, début 2020. Ils ont fait une énorme levée avec une valorisation de porc, alors qu'il y avait Ça moins de 10 avait 000 crié, ouais. utilisateurs. Et ça a fait et en fait, c'était alpha, c'est-à-dire qu'il y a quelques milliers de personnes qui ont accès et il y avait des centaines de milliers de personnes en waiting list, qui s'arrachaient pour essayer d'avoir une invitation. Ils ont levé à une valorisation monstrueuse. Je l'ai pas sous les yeux parce que c'est pas préparé, enfin j'ai pas préparé Hmm. de parler de ça, mais elle était monstrueuse, genre des trucs que tu vois pas d'habitude dans l'écosystème et ils ont fait plusieurs, paliers où ils ont ouvert à plusieurs plus de monde et récemment, Hmm. ils ont ouvert à beaucoup de monde, pas encore à tout le monde, mais à beaucoup de monde et maintenant il y a des centaines de milliers d'utilisateurs, journaliers, quoi. C'est ouf, cette app est assez ouf et ce serait trop cool qu'on host une Ah, session AMA, Clubhouse, ouais. Q&A ou Hmm. quoi et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut inviter des gens on stage, donc c'est comme si vous étiez en train de nous écouter là maintenant en live. On vous invitait et parce que vous aviez un truc à dire sur le e-commerce ou peu importe ou à intervenir par rapport ou nous poser une question, bah, Ouais, on vous peut pouvez vous lever faire la main et venir on stage. intervenir. Ouais. C'est ça, en gros, tu lèves la main, je t'accepte, tu viens on stage et tu parles avec nous, quoi. Donc voilà, bon, la petite découverte, de la semaine, ça faisait toujours plaisir, ça fait toujours Probablement qu'il y a moyen de plaisir. faire un. Ouais, enfin, j'allais dire. Enfin, tu vois, là. Allez, non, j'allais retomber dans mes vieux démons. Probablement qu'il y a moyen de faire un Clubhouse français, mais non. Du coup. Non, déjà, je pense pas Les que Français ont qu'à venir sur Clubhouse. Ouais. ouais, et c'est ça, exactement. Les Français ont qu'à venir sur Clubhouse. Il y a des sessions host par des Français. Il y a de plus en plus de francophones qui font des sessions 100% francophones. Il y a même des sessions pour apprendre le français. C'est drôle. Et donc voilà, je crois que c'est Erika qui host ça justement. Elle fait une session en mode Ah, j'irai Learn la follow. French with J'irai us. la C'est follow. trop bien. Bon, Let's go, vas-y. Ton premier let's sujet. go. Tu veux que je commence avec un sujet? Ouais, vas-y. Cool. Bah, écoute, je vais commencer j'ai 3 sujets, mais je vais commencer avec le deuxième qui pour moi j'avais envie d'en parler, depuis un bout de temps et en privé, nous, on en a beaucoup parlé, mais j'avais envie de reprendre les chiffres clairs et d'en reparler et d'aller un peu plus loin dans le sujet. C'est de ce qu'a fait, MrBeast, Hmm. avec son lancement de 300 restaurants en une soirée. En gros, pour remettre dans le contexte, MrBeast, c'est un youtubeur.
qui a aujourd'hui, il avoisine les 60 millions d'abonnés, 50-60 millions d'abonnés. Il a 2 chaînes, il me semble. La principale a un peu plus de 50 millions et l'autre a quelques millions. C'est un des youtubeurs les plus connus au monde. Il fait beaucoup de divertissement, comme contenu. J'ai essayé un peu de voir, quelles étaient ses sources de revenus, combien il faisait par an, essayer de voir un peu, qu'est-ce qui se passe, pour avoir quelques chiffres pour soutenir tout ça. Par mois, il génère plus ou moins 3,6 millions de dollars, avec, les ads. Donc c'est juste, les ads que vous AdSense, voyez au ouais. milieu d'une, AdSense, au milieu d'une vidéo. En sponsorship, c'est plus ou moins 400 000 dollars par mois. En merch, donc ça veut dire, vente de produits que lui, a créés, 6 millions par mois. Donc ça fait un total de 86 millions, c'est approximatif, donc on va dire entre 80 à 90 millions de dollars par an. OK, d'accord. Après, il a dit officiellement, qu'il dépensait 600 000 dollars par mois en employés, en matériel et ainsi de suite. Donc ça fait, donc Mmh. c'est une genre, c'est pas un mec dans sa cave derrière sa cam, c'est genre, c'est une vraie équipe qui est derrière et sans compter les giveaways. En fait, il est très connu pour faire des giveaways de bâtards. Quand je dis ça, c'est qu'il va faire une vidéo en mode, «Je vous offre 1 million». Et il fait un bait giveaway où tout le monde, n'importe qui peut gagner et il fait gagner 1 million de dollars. Il offre des voitures, il offre, c'est abusé, tu vois? Et donc il dit: «Je prends pas en compte les giveaways dans mes dépenses, mais c'est, plusieurs millions de dollars par an de giveaway». Des fois, il fait des tweets, en mode, «Vas-y, là, j'ai envie de giveaway 50 000 je giveaway dans l'heure, le premier qui enfin parmi un des mecs qui retweet, je giveaway 50 000 genre des trucs pareils et donc ça, évidemment, tu comptes ça dans les dépenses, mais donc je prends pas ça en compte parce que bon, c'est aléatoire, quoi et en gros, c'est un putain d'entrepreneur et il y a une vidéo sur lui, sur son histoire et c'est quoi son ambition. Son ambition, c'est de devenir le plus grand youtubeur au monde et un des plus grands entrepreneurs de notre génération. Et, hem, et il a lancé une boîte, enfin une boîte, je ne sais pas si on peut dire qu'il a lancé une boîte. En tout cas, il a lancé 300 boîtes, qui sont 300 restaurants en une soirée. Donc il y a plus ou moins 2 semaines d'ici, il a fait un tweet en disant: «Bon, bah, les gars, vous pouvez commander, des burgers, brandés MrBeast dans plus de 300 restaurants partout aux États-Unis à partir de ce soir». Et en une soirée, il y a 300, lieux, qui ont commencé partout, dispatchés aux US, qui ont commencé à livrer des burgers. Ça a fait un boom, gigantesque sur Twitter. Tout le monde s'est posé des questions en mode: «Mais comment c'est possible?» Mmh. J'ai pas les chiffres de combien de burgers il a vendu, mais à mon avis, il doit avoir vendu plusieurs centaines de milliers de burgers, très aisément et au bout de quelques minutes, le système était totalement cassé, le site fonctionnait plus, l'app fonctionnait plus, enfin c'était un peu le bordel, quoi. Hem, il a même fait Ça veut une dire quoi vidéo. d'abord? Tu peux dire ce que ça veut dire lancer, 300 restaurants, 300 enfin, tu vas C'est-à-dire? rentrer dans les détails après? Ça veut Ouais, dire ouais, quoi, alors je vais rentrer dire, il je vais a créé rentrer un dans les burger, détails. il a Ah fait non, je vais quoi rentrer d'autre? dans les détails. En gros, MrBeast s'est fait accompagner par une société qui s'appelle Virtual Dining Concept, et qui a été créée par, un père et son fils qui s'appellent, Robert et Robbie Earl, qui sont tous 2 des entrepreneurs connus, dans des grandes entreprises aux US et qui ont développé une société qui s'appelle Virtual Dining Concept, que je vais appeler VDC pour faire ça plus simple, qui est une franchise as a service pour, influenceurs et restaurateurs. En gros, Virtual Dining Concept, a inversé le modèle de la création d'un business et c'est un peu comme Global Belly, on en a parlé Mmh mh, mmh. dans un des épisodes. Ils se sont dit, «Au lieu de se casser la tête à créer un produit et après de le distribuer, on va faire très bien ce qu'on sait faire, ça veut dire créer un produit, qui est un restaurant et un produit de restauration, donc un produit de grande consommation dans la food, et on va capitaliser sur, des gens qui ont déjà de la distribution, qui ont déjà du branding» et donc c'est quoi? C'est les influenceurs. Et donc le rôle de VDC, c'est de créer, le menu, c'est de faire toute la partie chiante quand tu lances une marque de bouffe qui est, faire les testings de goût, passer, le côté, légal de est-ce que tu peux faire, ce genre de produit sur le marché? C'est faire le Logistique. packaging, la logistique, les Mmh. partenariats s'il y en a à faire et l'influenceur, lui, distribue. C'est-à-dire que l'influenceur, il dit: «Bah, voilà, moi j'ai lancé une nouvelle marque de resto, et la disposition, en fait, c'est VDC qui est derrière toute la logistique derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pas si j'ai bien compris, j'ai pas réussi à avoir
exactement cette information-là, mais si j'ai bien compris le modèle, ils n'ont pas recréé des restaurants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé ce qu'on appelle des virtual kitchen. Donc c'est des restaurants où il y a pas de salle, il y a qu'une cuisine et qui sont dédiés à faire du 100 online sur Deliveroo, Uber Eats et cetera et cetera. C'est pas des black En fait kitchen qu'on appelle ça? non, c'est dark kitchen. Dark kitchen, OK, Ouais, d'accord. dark et en Ah, fait, tu ils dit se virtual, sont OK. Enfin bref, ah c'est pas grave. pardon. OK. Et en fait, ils se sont maqués, si j'ai bien compris, hein, je Mmh. dis peut-être des conneries, si quelqu'un veut me corriger, allez-y. Ils se sont maqués avec des restaurateurs, et en fait, ils ont proposé à ces restaurateurs de devenir une franchise Du des burger. burgers MrBeast. OK. Et en fait, c'est super intéressant parce que, encore aujourd'hui, je voyais quelqu'un parler de ça et il disait: «Oui, ça doit être vraiment dur, de créer, 300 restaurants», tu vois? Genre de créer 300 dark kitchen. En fait, c'est pas dur si tu te maques avec 300 restaurateurs et que tu leur dis que eux vont devenir franchisés et qu'en fait, eux vont s'occuper de la logistique sur place, c'est-à-dire empaqueter les burgers, les donner aux livreurs et cetera, tu vois? Donc déjà, tu allèges encore plus le travail opérationnel que c'est sortir, 300 restaurants en une soirée. Donc je trouvais ça assez intéressant. Alors, Vidici, on c'est leur seul client, c'est pas MrBeast. Ils ont aussi Taiga. Je crois qu'ils ont dit Taiga. Ouais, c'est Taiga, le rappeur, qui OK. a créé les Chicken Bites. Donc en fait, c'est des bites de poulet, pareil, brandés, Taiga. Hem Ils ont 2 autres, clients comme ça. C'est des grosses personnes qui ont des énormes audiences de plusieurs millions de personnes. Et je trouvais ce modèle super intéressant. Ça m'a beaucoup fait penser à Global Belly. Hem, Ça doit Sachant être un que ouais, ouais, vas-y, vas-y. mais ça je dis juste, ça doit être un putain de travail, tu vois, on parlait de travail de sueur Ouais, dans ouais. le dernier épisode. Ah mais là, on est dedans, quoi. Là, c'est pareil, tu es pas derrière ton ordi avec ton coca et ton et ton cigare, à coder toute la journée. Non, non, là, tu es sur le terrain, c'est à coup de partenariat, c'est à coup de, faire des testings de bouffe, c'est préparer un menu, s'occuper de la logistique. Ça, c'est un vrai putain de taf, mais mais c'est incroyable parce que, ça permet en fait, de faire des effets de levier, grâce aux influenceurs, encore une fois, qui sont, gigantesques et qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Donc voilà, je trouvais juste cette boîte assez ouf. Je vais les suivre, je vais voir qu'est-ce qu'ils vont créer par la suite, quelle autre marque ils vont lancer. J'ai pas de deal sur le cut que eux prennent, quel est le pourcentage qu'ils prennent sur chaque burger vendu? J'ai aucune idée. C'est Hem, la question que j'avais. C'est comment est-ce qu'on organise ça? Est-ce que, pour le coup, s'ils passent par des restaurateurs qui sont déjà établis, est-ce que c'est eux qui livrent la viande, du coup, bah, ou et la viande, le pain et cetera? Ou est-ce que c'est une recette que le restaurateur suit à la ligne et après il se débrouille, pour aller lui-même s'approvisionner? ouais, Heu, je pense qu'ils doivent alors j'ai aucune idée. Je pense que si tu fais ça de façon, smart, tu l'as fait à la McDo. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ta recette, tu es obligé d'appliquer la recette et tu es obligé de prendre les produits, chez les fournisseurs avec qui on a dealé des des deals. mag ouais, D'ailleurs, OK, c'est d'accord. intéressant parce que tu parles de ça, parce qu'en fait, il a fait une vidéo YouTube, MrBeast, de la journée juste après le lancement du burger et il y a des files qui font plusieurs kilomètres devant plusieurs centres à burgers, dont un, celui où lui, il est, parce qu'il était Mmh. sur place, en fait, il y a de la livraison, mais il y a aussi du drive-in pour le coup. Pas dans tous, que dans certains, il y avait du drive-in, une minorité. La majorité, c'est livraison, donc c'est livré, par Uber Eats, ainsi de suite. Mais il y avait un delivery et donc il a fait une vidéo où les gens étaient heureux et cetera. Et en fait, quand tu regardes un peu ce qui s'est passé, post, toute cette explosion, il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues du goût. Ils disaient, «En vrai, il est pas ouf ton burger, mec». Et alors il y a quelqu'un qui avait tweeté, quelqu'un de l'équipe de VDC qui a dit, «Effectivement, c'est très dur, d'avoir, 300 restaurants qui font les burgers de la même qualité, au même goût et faire ça à scale». Et donc il dit: «Bah, la première version, elle est pas ouf, mais bon, tu l'achètes pour la hype, mais on s'améliore en cours de route, quoi». Et donc je pense que si tu veux maintenir cette qualité, si tu arrives à avoir la bonne recette et que tu veux maintenir la qualité, c'est important d'avoir le process qui est le même et les fournisseurs qui sont les mêmes pour tous, quoi. Oui, oui, bah, oui, du coup, moi, si je devais demain faire ça en France, et on avait imaginé d'ailleurs en parlant, comment encore c'est le youtubeur là qui fait des combats de rue, et qui a une Ibra chaîne de TV? restaurants? Ibra je sais pas qui Ibra c'était TV.
C'est peut-être Si, moi c'est Ibra qui TV. ai mais on en avait Non, non, parlé ou c'est moi qui ai pas non, qui on n'a pas imagine ça? parlé d'Ibra TV. Moi, Effectivement, j'imagine il trop a Ibra TV faire un truc comme ça. Il a déjà une chaîne du coup de restaurants. Black Il a and deux trois White restaurants. Ouais, j'y suis jamais allé. En tout cas, il en parle blindé dans ses dans vidéos ses vidéos. et moi, j'imagine trop un type comme Ibra Très, TV très lancer malin. un truc, comme ça. Ibra TV est très malin parce il lance plusieurs produits. Donc non seulement il a des chaînes de restaurants, mais il a aussi ses propres produits. J'ai vu qu'il avait lancé 2 produits en dropshipping d'ailleurs. Il avait lancé une marque d'écouteurs, il me semble, et des tenues de sudation pour le sport, si je me Mmh trompe mh. pas. Il avait fait des sacrées vidéos sur le site de chacun des 2 e-commerce qui étaient faites, mais genre, tu voyais c'est une boîte qui a fait la vidéo et qui a fait ça extrêmement bien. C'est vraiment des vidéos publicitaires à la Nike. Et c'était par contre du dropshipping parce que c'était des produits que tu retrouverais sur AliExpress et c'était très drôle. Mais ouais, donc il est très malin lui avec, ses restaurants et oui, je pense qu'il y a Mais il est de malin, quoi oui et faire. non. Parce que du coup, il investit à chaque fois dans la restauration. Enfin, je suppose qu'il fait un deal avec un type qui s'occupe de tout, tu vois? Mais c'est quand même du physique, c'est quand même de l'immobilier, c'est quand même des charges et cetera, Ouais, après tu sais, c'est un à kiff prendre en quoi, compte. tu vois? Si le mec il veut avoir sa propre marque de restaurant, sa chaîne de restaurant, je peux comprendre, tu vois? C'est Oui, déjà mais pour le coup, super, tu vois? il pourrait faire un MrBeast-like, probablement. Ouais, après il faut trouver, faut trouver une structure qui t'aide à faire, ce que Vidici fait quoi Mmh. et bon ça Et c'est un ça autre tu en sujet connais quoi. pas en France qui des structures qui font ça? Non, j'avais lu un article d'un Indien, qui vivait à New York et qui était en train de monter une boîte au début du confinement, sur exactement ce modèle-là. Donc je t'en Superfood. avais parlé ou Ouais, pas? Ouais, je crois, c'est ça, non? Ouais, c'est le c'est ça, je Substack Superfood, ouais, je ouais, me c'est rappelle. ça, exactement. Ouais. Il était à New York, il était en train de bosser sur un projet pareil. Hem, je connais pas en France, je connais pas en France. Lui, il essaie vraiment, enfin, du coup, la verticale qu'il était en train de creuser, c'était le restaurant Turnkey pour les influenceurs. C'est ça. La dark kitchen. Donc en vrai, il veut leverage un asset qui sont les dark kitchen, qui aujourd'hui travaillent majoritairement pour Uber Eats, Deliveroo, etc., ou pour d'autres restaurants. Et en fait, appliquer le modèle MrBeast, mais via les dark kitchen, pas via le restaurant classique avec pignon sur rue. Mais c'est Ouais. super intéressant. Moi, demain, si je devais faire ça, ce que je ferais, c'est que je ferais un scrapper Google, aller scraper tous les restaurants qui font par exemple des burgers en France. À partir de là, les contacter tous. Du coup, ça doit être par téléphone parce que les mecs, ils savent, à mon avis, pas utiliser un email ou bien alors ils n'ont pas le temps. Et en choisir 50 en France. Franchement, si tu en fais 300 aux États-Unis, je pense que tu peux en faire 25 en France. C'est déjà une putain de réussite, quoi. Dans toutes les grandes villes de France. Mais après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, etc. Moi, du coup, je suis tombé sur l'app dont on parlait tout à l'heure, Clubhouse. Je suis tombé sur des discussions de mecs qui disaient ouais, mais euh, dans quelle mesure c'est pas un risque en fait pour un type comme MrBeast de s'afficher comme ça, de prendre un risque avec de la bouffe dans autant de façon at scale dès le début, quoi. Et je trouvais ça intéressant comme discussion. Après, je peux pas la redétailler parce que je suis arrivé en plein milieu. Mais ça parle toujours, même 2 mois après. Enfin, du coup, ça fait un mois quasiment qu'il a fait ça, le type, hein, je pense, ou un peu Je plus même. pense, ouais. Je Et crois que c'était les pendant gens en parlent Noël ou toujours. je Ouais, sais les pas, gens en je sais parlent plus trop. toujours. Ouais, non, de ouf et bon, bah, je pense que si tu crois vraiment à la société à qui tu délègues, une partie du taf et que tu mets toute ton énergie dedans, tu vas ça va, tu vois? Enfin, je pense que c'est un pari à prendre, c'est un pari à prendre. Mhm. Et Autre t'as vu des images du burger ou du packaging? ouais, c'est, burger américain, quoi. Genre, Un gros truc bien gras qui dégoulinait. exactement, exactement. C'est classique, quoi, genre, ils ont pris la bouffe passe-partout aux US, quoi. Le burger. Ok. Ça passe partout, c'est pas dangereux, enfin, dans le sens où tu as pas un problème de marché, tu es aux US, tu fais un burger, ça va, quoi. Et qu'est-ce qui. Mais du coup, si tu l'as vu, tu pouvais pas le différencier d'un autre burger, quoi. Non, Ou à part le juste au niveau du packaging packaging. Ok, à d'accord. Et le part le packaging, c'était un packaging, ouais. packaging classique avec la tête Ouais, de MrBeast classique. dessus, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'il y avait le logo dessus, c'est tout. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et je me demande dans quelle mesure, des fois, en fait, ce genre d'effet d'annonce, en fait, ça fait pas un énorme boom dans notre petit écosystème, dans notre microcosme, mais que dans la réalité, finalement, c'est pas Non, top, je pense quoi. que j'ai pas les chiffres des millions, des centaines de milliers de commandes qui passaient, mais je pense que ça va être un business plutôt, juteux et hem et en fait, c'est juste quand tu as une fanbase aussi forte,
d'une population. En fait, tu regardes qu'est-ce qu'elle consomme cette population. Ça doit être des jeunes 18-25 aux US. Enfin, le burger, c'est normal, quoi. Tu vois? C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Donc entre aller chez McDo ou prendre un burger Mister Beast, tu prends un burger Mister Beast. Tu vois? Tu prends le burger de ton mec, enfin de Tout à ton fait. influenceur favori, et Ouais. pendant le soir, pendant que tu regardes son Twitch, tu manges son burger, quoi. Tu vois? Ce qui est drôle parce que, moi je regarde beaucoup de Twitch, je regarde beaucoup de streamers de jeux vidéo, et le soir, par exemple, quand ils se commandent à bouffer, à travers Uber Eats ou Deliveroo, ils sont en train de bouffer, et j'ai eu plusieurs fois, dans les commentaires, dans les chats, il y a des gens qui disent: «Ah, moi aussi je viens de me commander, de la bouffe, tu commandé ça où?» Et puis il dit: «Ouais, moi je suis à Lyon, j'ai commandé ça Ah! là», et c'est trop drôle parce que tu vois qu'il y a une espèce de: «J'ai envie de faire comme lui», tu vois? Et donc tu as des gens qui disent: «Ah, je viens de me commander, un burger moi aussi, ou une pizza moi aussi, ah tiens, je viens de commander chez le même», tu vois? Et genre, il y a un effet de j'ai envie de faire comme toi, et donc je peux comprendre non seulement j'ai envie de faire comme toi, mais j'ai envie de manger en fait la même chose que tu es en train de manger, et en plus si tu l'as créé, c'est encore Ouais, mieux, quoi. Donc ça fait sens, voilà. tout à fait. Ouais. OK, bon, bah, Voilà. allez, j'enchaîne moi. Du Vas-y, coup, vas-y, ça va parler encore de cuisine, vas-y. pur hasard. Ah putain, à chaque fois, dès que j'étais enfin, depuis que je suis à Paris, à chaque fois, on me reprend: «C'est cuisine, pas cuisine», Cuisine. enfin, je sais pas, on te l'a déjà fait, je suppose. Et du coup, ça va Ouais. parler aussi de cuisine, de kitchen. On va le faire en anglais, comme ça, on n'a pas de risque. Et le thème générique, enfin, que je vais aborder dans les 2 idées que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment les opportunités qui sont là, entre guillemets, «grâce au Covid». Et donc le Covid, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, en fait, c'est pas le Covid qui ferme les restaurants, c'est le gouvernement qui décide de fermer les restaurants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des restaurants qui font faillite. Déjà, en temps normal, dans l'année de l'ouverture d'un restaurant, quand il y a pas de crise sanitaire, la plupart des restaurants font faillite. Il y a un taux de faillite qui est assez grand dans ce genre Ouais. de business, pour plein de raisons. Parce que c'est difficile, parce que tu peux pas prévoir, tu fais des investissements énormes à la base, et puis ensuite tu te retrouves facilement avec un flop, slash des gens qui savent pas faire de la compta, de base. Ouais. Donc voilà, donc déjà de base, il y a déjà un espèce de turnover quand tu ouvres un restaurant, voilà, de base, il y a des gens qui ferment après un an. Mais là, avec le Covid, du coup, c'est l'explosion. Euh, il y a- En Ouais, bah, plus, c'est non seulement c'est des gens qui, enfin, je ne vais pas faire de généralité, mais non seulement parfois il y a il y a de la mauvaise gestion, des mauvais investissements, etc. Mais en plus, d'une manière générale, c'est super compliqué de tenir un restaurant dans le temps. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que il y a une opportunité qui est là. Il y a une boîte en France qui essaie de la saisir. Ça s'appelle Vesto.fr. Alors, j'ai pas été trouvé. Il s'appelle Bastien Rambaud. Je n'ai pas été le trouver pour parler avec lui. Mais ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils proposent, vesto.fr, c'est ça? ouais, ils font le OK. back market de la cuisine. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les restaurants qui font faillite Mmh. et qui ont des ustensiles, des grands fours, vraiment du matériel qui coûte extrêmement cher. Pour donner un Mmh, mmh exemple, mh. un four, ça peut coûter jusqu'à entre 10 et 20 000 euros. Un four à pizza, la même chose. Mmh mh. Enfin, bon, il y a de tout. Un lave-vaisselle, bêtement, tu vois. Bon, bref, c'est des investissements qui sont considérables. Et c'est des investissements qui sont en général faits sous deux formes, soit via du leasing, soit via un achat. Et eux, ce qu'ils font, c'est enfin, quelque part, ils profitent un petit peu de cet afflux de supply qui va avoir, enfin, entre guillemets, à cause de toutes les fermetures de restaurants qui vont arriver dans les mois à venir, pour alimenter leur plateforme et proposer ce matos reconditionné à tous les autres restaurateurs qui voudraient se lancer. Ils font ça pour les restaurateurs, ils font ça pour les boulangers, ils font ça pour les charcuteries, enfin pour tout en fait, hein. Et je trouvais ça super malin. Je pense qu'ils se sont lancés en plus avant le confinement, du coup, c'est même pas en mode pure opportunité de Mmh. se gaver sur la carcasse d'un mort sur le bord de la route. Non, c'est vraiment. Et comme je disais, de base, il y a déjà un turnover. Donc, du coup, je trouvais ça super intéressant. Et je me suis dit, tiens, comment je ferais moi pour me lancer, comment on ferait? Donc, toi, vas-y, si tu as envie qu'on se challenge un peu là, comment tu ferais pour lancer un back market de la cuisine là, maintenant, tout de suite? Si tu veux, je lance. Heu, Comme ça, tu as le temps de réfléchir. attends. Déjà, ouais. Alors, déjà, il faut savoir, est-ce que tu rachètes le matériel au restaurateur, ou est-ce que tu rachètes le matériel, comment dire? À des,
Sur le marché public, quoi, les saisies Ah, bonne question. d'huissiers. Parce que, par exemple, je t'avais pas on a parlé de la plateforme en Belgique où tu peux racheter du matériel qui a été saisi. Mmh. Je me souviens, je regardais ça de temps en temps ces dernières années, il y avait jamais beaucoup de produits, à vendre. Là, il y a un Dans il y a l'Horeca, plein de ouais. pages et c'est le bordel. Il y a tout à vendre pour des prix ridicules. Et donc, déjà savoir si je rachète au restaurateur, parce que si je rachète, à au pub au à vente, Tu peux vente, il y a rien qui empêche publique, de faire les 2. En fait, le c'est ça? problème, c'est que d'un point de vue légal, tu peux pas revendre un asset si tu es en cessation de enfin, si tu es en cours de je sais plus comment on appelle ça, en fait, OK. quand tu es en procédure judiciaire pour fermer ta boîte, quoi. OK, donc tu es obligé de Heu, l'acheter, sur le donc dans marché ce de cas-là, des c'est enchères, quoi? illégal de revendre un asset comme un four, à quelqu'un d'autre qu'à tes créanciers et tes créanciers, même entre eux, ne peuvent pas se dépasser les uns les autres. Donc il y a une répartition qu'on dit au marc le franc sur, l'ensemble du patrimoine. OK. La plupart du temps, ça passe par un type qui est nommé par la justice et qui vient faire la liquidation. OK. Mais quand il y a pas de liquidation judiciaire, tu es tout à fait à même de dealer avec d'autres gens. Du coup, l'enjeu, il est double là. Il est un d'être le premier sur les places de marché public pour acheter, Mmh. ensuite reconditionner. Donc ça, je dirais que c'est pas l'endroit le plus agréable où tu peux aller faire du Ouais. business et en plus, je suis pas sûr qu'il y ait l'équivalent en France, j'ai jamais vérifié. Probablement Si, je que pense ça que si. existe. Si, 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 je pense que Hem, mais d'une manière générale, de toute façon, je pense que c'est beaucoup plus intéressant et puis d'aller directement avec le restaurateur qui soit, décide de fermer ses portes, soit décide de renouveler son matériel, tout simplement, ou ouais. bien alors, tout simplement, qui est en liquidation, qui s'apprête à être en liquidation judiciaire, tu peux Mmh. juste avant le faire. Donc je trouve ça pas mal. Donc une fois que tu as cette supply, il faut la reconditionner et ça, c'est le vrai enjeu. Je me demande comment ils font. Déjà, chez Back Market, je ne sais même pas s'ils outsourcent ou pas la réparation des iPhones, etc. J'imagine que oui, en partie, ils doivent outsourcer ça à une usine ou un atelier qui reconditionne pour eux et puis eux remettre sur le marché sur leur plateforme. Mais en tout cas, ici, pour les équipements qui sont un peu plus conséquents, ça doit être difficile de les reconditionner facilement, quoi. C'est pas un truc que Mmh tu mh, fais mmh. en 2-3 et en plus, à la différence de back market, ce qui doit être difficile aussi, c'est le volume. Tu peux entreposer 1000 iPhones dans ta chambre d'étudiant et les reconditionner toi-même au début. Par contre, là, entreposer 1000 fours, ça va être très, très compliqué. Mmh, Du mmh, coup, mmh, mmh. il y a un sujet de stockage, derrière, j'imagine aussi. Donc c'est vraiment hyper marrant, hyper challengeant, mais ça doit être très, très lucratif aussi parce que du coup, les prix sont extraordinaires. Ouais, ouais, ouais. C'est trop drôle parce qu'on parle de reconditionnement et de tout ça, mais rien à voir. Mais je suis tombé en panne cette semaine, sur l'autoroute. Mmh. J'ai ma voiture qui a fait des siennes, elle est tombée en panne et du coup, j'appelle mon assurance. Il y a un dépanneur qui vient. J'avais une route, enfin 1 heure de route à faire avec le dépanneur. Donc, évidemment, on lui pose des questions, sur son métier et ce genre de choses. Déjà, je ne savais pas, mais le métier de dépanneur, c'est un métier très dangereux. Il nous dit déjà que ça arrive très souvent, que l'assurance, ou même quelqu'un lui téléphone, lui dise: «Écoutez, venez me dépanner». Et il arrive sur les lieux, il embarque la voiture, donc il la met sur son truc là, sur son camion et puis il dit à la personne: «OK, ça fera autant» et la personne elle dit: «Non, non, non, je paye pas, c'est mon assurance qui paye». En fait, juste la personne n'a pas d'assurance, c'est juste quelqu'un qui a pas envie qui a envie de se faire embarquer la voiture, sans payer et des fois ça vient aux mains, il me dit ou régulièrement, plusieurs fois par mois, ça part en bagarre, entre donc il faut appeler la police et cetera. Donc déjà rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais moi ça m'a choqué, genre je me suis dit: «Mais merde, les pauvres», tu vois les dépanneurs? Enfin, je m'étais pas dit qu'un dépanneur se retrouverait plusieurs fois par mois, attaqué par, il avait même un collègue qui s'est fait rouer de coups, ensanglanté le mois d'avant, quoi. C'était il y a un mois, quoi. Genre je me dis pas que ça pourrait arriver, soit et après donc sur la route, il nous dit, parce qu'on l'a lancé en fait, au début, il parlait pas et puis on l'a lancé et en fait, il a vu qu'on a envie de lui parler, donc il a commencé à nous parler de plein de trucs et il nous dit, «Oui, vous savez, il y a ses côtés négatifs, mais il y a aussi plein de côtés cool». Par exemple, en fait, qu'est-ce qui se passe avec les voitures qu'on saisit, par exemple? On les amène, sur le en centre de stockage où la voiture va être vendue aux enchères et il disait le mec, «Ça m'arrive de demander à la personne à qui je délivre la voiture, est-ce que je peux pas immédiatement racheter la voiture?»
à un prix, discount et par exemple, il m'avait dit que le mois passé, il a acheté une voiture à 250 €, parce que voilà quoi, le mec lui a dit: «Oui, c'est bon, je te la laisse, de toute façon on n'a plus de place, quoi». Et c'est trop drôle et alors il me dit, et mes collègues, c'est un vrai business des collègues, c'est qu'on va régulièrement on demande dès qu'on ramène la voiture au centre de stockage, de public, on dit, «OK, et quand est-ce que la voiture, va être mise aux enchères?» Ils disent: «Bah, elle sera mise aux enchères demain à 9 heures du matin». Il fait: «OK, demain à 9 heures du matin, on sera là», et donc c'est les premiers enchérants, c'est les gens qui ont dépanné la voiture, c'est les premiers enchérants, quoi, quand c'est une voiture qui les intéresse vraiment. Et hem et c'est trop drôle, enfin, je sais pas pourquoi je te parle de ça. Ça a rien à voir avec ce que tu m'as raconté, mais du coup, le mec nous dit, il y a moyen vraiment de se faire, un joli side income, en Je faisant ce suis genre de sûr qu'il a choses. utilisé cette phrase exacte. Je me fais un Non, side il a pas income. dit ça. Alors il a dit aussi autre chose. Par exemple, il m'a dit un truc, alors, ça va, il est anonyme, je vais pas le citer le mec, de toute façon, je sais pas c'est quoi son prénom. Il m'a dit, «Ça m'arrive aussi des fois de dépanner une voiture, de la ramener et par exemple, si elle est censée aller à la casse, parce qu'elle est trop abîmée, bah, c'est de m'arrêter sur le bord de la route et de prendre quelques pièces, de les mettre dans mon camion et de ramener la voiture, à la caisse, mais d'avoir gardé quelques pièces qui en fait, quand tu les vends sur, le 2e main, ça se vend quoi. Sur le bon coin, ça se vend quoi, et c'est genre un vrai truc de side income, et je trouvais que le mec, c'est un putain d'hustler, tu vois? Le mec, il est là, il dit, «Je peux me faire, quelques centaines d'euros supplémentaires par mois, c'est cool quoi», et c'est trop cool. Bah, voilà. Je sais pas pourquoi je te parle de ça parce que ça m'a directement fait penser à lui en mode reconditionné et cetera et cetera, écoute, non, je pense que, c'est intéressant ce que tu parles, de ce dont tu dis avec, le matériel de restaurateur, parce qu'il y a quelques années, j'ai découvert la même plateforme pour les hôpitaux. Donc en fait, c'était de la vente de matériel reconditionné d'hôpitaux. Donc voilà, j'ai trouvé une marketplace qui faisait la même chose. Je sais pas si c'est une marketplace française ou pas, mais j'avais vu, il y avait un catalogue, assez grand de matériel divers et variés qui allait d'entre 500 et 20 000 €, Mmh. de matériel d'hôpitaux reconditionnés. C'était pareil, une marketplace qui récupérait du matériel, le reconditionnait, et le reproposait à d'autres, cliniques, hôpitaux et ainsi de suite. Non, c'est Donc voilà. intéressant de bâtir un business sur un asset, un peu en mode legacy de quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il y a pas mal d'opportunités dans ce type de domaine. Après, c'est un boulot d'exécution, d'opérationnel, et il faut voir, en fait, dans quelle mesure tu as envie d'aller loin dans la relation entre un client et entre la supply et ton client. Parce que tu pourrais très bien faire comment ils appellent ça en France? Enfin je me rappelle plus toujours, la marketplace de base, là, j'en ai parlé dans un épisode, je suis tout le temps dans une marketplace de base, vieux comme le monde, Craigslist? quasiment vieux comme non, oui, le Craigslist français, c'est comment? Je sais pas, qu'il y a Craigslist français? Mais l'équivalent de Craigslist français, là où on liste tous les trucs qu'on veut vendre, et cetera. Ah Ah putain, merde, Le merde, Bon fait Coin? chier. Le Bon Coin, voilà, Ah putain, OK. cette merde, infinie. Ouais, oui, Le Bon Ce Coin, nom, j'arrive ouais. pas à me l'inscrire dans la tête, c'est incroyable. En Genre même Belgique, on quand a je la même chose, ça s'appelle Deuxième Main, qui a été racheté d'ailleurs, je pense, par une comment grosse c'est boîte. Je crois que ça a été racheté par eBay, non? Un truc ouais. pareil? Ou c'est Le Bon Coin qui a été racheté par eBay, une connerie pareille, Ouais, mais ouais. c'est Le Bon Coin, je pense. Enfin bon, OK. bref, Le Bon Coin, c'est pas le bon nom, pour moi en tout cas, et du coup, Ah, il y a des bonnes je sais plus offres des pour fois, il y a des bons trucs, hein, mec. et oui, je sais, je Il y sais. a des D'ailleurs, milliers il y a d'annonces et plein des de fois, gens qui il y a font de des la bons thune trucs, hein, là-dessus, ouais. Ouais, enfin clairement. bon, bref, je sais plus pourquoi je dis ça. Ouais, tu peux faire une relation en mode Le Bon Coin, genre les gens viennent poster leur four et il y a un acheteur qui le rachète par derrière, ou bien alors, si tu veux vraiment aller dans la bonne, relation, bien profonde, à ce moment-là, il faut du coup aller vers du reconditionné, et du coup une expérience client, une garantie, et cetera, et ça, c'est ce qu'ils font chez Ouais. Vesto. Ils offrent 6 Mmh. mois de garantie et cetera, et les prix qu'ils affichent, en tout cas, ont l'air très intéressants comparés aux prix, affichés, sur les sites classiques, Mmh, 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 mmh. et l'opportunité est là puisque, même en termes de SEO et de ads, j'ai rien vu. Tu peux taper, four, boulangerie, leasing, four, boulangerie à vendre, il y a pas d'ads qui sortent, en tout cas pas chez moi. C'est peut-être parce que j'ai fait la recherche depuis les îles Canaries, mais je pense que vraiment il y a une place à prendre là-dessus, et c'est un bon petit, side hustle, les mecs ont l'air déter. Donc voilà, c'était l'idée du jour. Cool, cool, cool. Tu veux que je saute sur autre chose? Hem, écoute, de quoi je vais te parler? Ouais, je vais te parler de ça. Hem, Ça va te plaire. Je sais pas si je t'en ai parlé. Je t'en ai déjà parlé de Toucan Space?
Non. OK. C'est un mec qui s'appelle Louis de Gouillon-Matignon. Il a 29 ans, il est spécialisé dans le droit de l'espace et il a créé un e-commerce où tu peux acheter, des objets qui ont été dans l'espace. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé? Je pense que tu Heu m'avais déjà pitché le truc, mais tu m'avais Ouais, pas donné Toucan Space. l'URL. C'est Toucan Space, donc ouais, en gros, il a une relation étroite, je ne sais pas d'où. Alors naturellement, il est spécialiste du droit de l'espace, donc je suppose que par son parcours académique et certainement son parcours professionnel, il a une relation avec, des gens qui travaillent, dans le space et qui travaillent avec, des gens qui envoient les fusées et en gros, ce qu'il fait, c'est que je me souviens, il y a quoi? Il y a 3-4 ans, je pense, je suis pas sûr. On avait été à un event à Bruxelles, je sais pas si tu te Mmh. souviens, où, on était mort de rire à cet event. Je crois qu'il y avait tu te souviens pas de cet event? Il y avait une artiste qui avait Ah fait oui, un oui, truc, oui. on était mort de rire. Ouais. Ça n'a rien à voir, mais en gros, c'était un event sur le space. Il y avait des gens qui parlaient, donc des académiciens et des professionnels du domaine, mais vous voyez le type de talk, que ça donne. L'endroit était magnifique. C'était où encore? Je C'était me à rappelle le je me rappelle plus, mais c'est dans un Planéto je sais pas quoi, non? observatoire, ouais. Ouais, dans un observatoire. Il faut savoir que c'était une représentation qui était organisée par le gouvernement, par l'organe scientifique du gouvernement belge. OK, Donc, OK, OK. c'est OK. pas c'est normal qu'ils veulent faire un peu dans l'artiste, alternatif. OK, Ça fait OK, OK. bon genre. OK Ouais, et je me souviens qu'à l'époque, déjà, il parlait, de petites box, que tu pouvais mettre dans des fusées, enfin que les sociétés qui envoyaient les fusées mettaient à disposition et en fait, tu pouvais entreposer des produits dans ces box-là, les faire partir dans l'espace et les faire revenir et que ces box-là étaient dédiées à la recherche, principalement, Tu parles des et donc CubeSats? ouais, c'était ça, en gros. Mais les C'était CubeSats, des c'est juste des moyens de mesure la plupart du temps sur la Terre, quoi. Mais tu mets pas un objet dedans, c'est juste un petit ordinateur qui vole, un mini satellite qui analyse qu'une OK, seule donc ils avaient pas parlé donnée. de boîte, parce que du coup, lui, c'est ce qu'il fait, le mec de Toucan Space, c'est qu'il met des objets, si j'ai bien compris, dans des boîtes et elles partent avec les fusées et elles reviennent avec les fusées et du coup, en fait, il te dit: «Bah, en fait, cet objet-là, genre le stickers, le pull, je sais pas quoi, est parti dans l'espace, il est revenu, et il vaut 500, 1000, 2000 €, quoi». Donc il a un e-commerce comme ça, C'est ça alors les tu peux prix? commander ouais, c'est ça, c'est tu vas aller voir Toucan Space, tu iras voir. Et heu et donc tu peux soit t'acheter un produit qui a déjà été dans l'espace ou soit, préacheter un produit qui va aller dans l'espace. Parce qu'évidemment, les envois de fusées, ça se fait pas tous les jours et écoute, je trouvais ça cool. Il est passé son Combini récemment, donc j'avais regardé son Ah. Combini. Hem, je trouve que c'est cool, mais je doute qu'il arrive à en vivre et parce qu'il y a pas énormément de produits et c'est pas un business, tu vois, la récurrence, elle est pas là, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc je doute qu'il arrive à en vivre, mais en tout cas, je trouvais que c'était cool de prendre une passion et d'essayer de la monétiser de cette façon-là. Je trouvais ça plutôt cool. Je sais pas si toi, tu avais déjà eu vu des boîtes dans le space qui Ouais. t'intéressaient, peut-être qu'il y avait des petits projets comme ça, genre pas des trucs, trop gros, mais des petits trucs que tu peux faire et c'est cool comme side quand tu es passionné par un domaine, quoi. Alors le truc qui me vient à l'esprit là, mais je pense que c'est une vraie boîte, c'est la boîte qui envoie, tes cendres dans l'espace. Je sais pas si tu te rappelles, on en avait déjà parlé. OK, Donc c'est une boîte, qui, mais c'est pas dans l'espace enfin c'est dans l'espace au sens large du terme, à mon avis, ils t'emmènent dans la stratosphère et puis c'est tout, tu vois? Et là, tes OK, cendres sont disséminées. Donc la plupart du temps, les gens sont légalement obligés de disséminer leurs cendres, près de l'endroit où il y a eu la crémation. En tout cas, dans les endroits qui sont légalement, prévus pour ça. prévu pour ça, ouais. Tu peux pas les ramener chez toi normalement, enfin bon bref, c'est un peu relou et il y a des gens qui voudraient pouvoir faire quelque chose de fou avec leurs cendres, ou avec le cendre de leurs descendants, enfin de leur ascendant, la plupart du temps, j'imagine que c'est dans ce sens-là. Et du coup, qu'ils l'envoient dans l'espace. Et c'est une boîte, du coup, je retrouverai le nom, je connais pas là, j'ai oublié, mais qui te fait payer un fee, pour te mettre sur une fusée et t'envoyer dans la stratosphère. Et je trouvais ça génial à l'époque. Et ce que tu me dis, ça me rappelle, tu te rappelles ou pas l'histoire du kebab de l'espace avec le youtubeur, je pense Le que c'est kebab de Cyril, l'espace. tu vois, le youtubeur trop Fuck. marrant là, qui a les cheveux roux.
Ouais, Désolé pour lui s'il Cyril, nous ouais, écoute un super jour, connard, il c'est s'appelait avant. super connard, ouais. Ouais. Et ben, tu te rappelles de ce type-là? Il Je avait vois qui c'est ce envoyé type, je vois que là, il est parti, dans pardon, l'Arctique avec Mike Horn, avec ouais. Mike Horn, ouais. Ouais, non, pardon, je refais l'histoire dans le mauvais sens. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une boîte, un kebabier, à Berlin, qui a envoyé un kebab dans l'espace, qui a filmé ça, qui a fait une pub extraordinaire. Donc on voit, le kebab qui arrive dans l'espace, dans la stratosphère, qui flotte en fait, tu vois? Avec une vue, OK. la caméra elle filme le kebab et derrière il y a la terre, tu vois? Avec la marque du kebabier et je trouvais ça génial et en fait, Grave. super connard, derrière il a refait la même chose mais avec une baguette française. Et donc, Ah je oui, sais pas ça si tu j'ai te vu, rappelles, ouais. il était allé dans un pays de l'Est, et il avait lancé, etc. C'était Oui, assez. oui, oui, oui et en gros, oui et Il y avait je me un souviens de la transfert de vidéo, le truc était frontières. retombé, je crois Ouais, et il était retombé dans une zone, genre pas interdite, mais une connerie où genre, c'était chaud d'y aller, ou sur un arbre et en gros, c'était la nuit, il faisait super froid, genre c'était un film d'horreur le truc, je me souviens. Oui, oui, ouais, oui, c'était je me souviens génial. très bien, je me souviens très bien. OK, OK, OK. Hem, ouais, en parlant de mort, la transition chelou. Tu te souviens, j'avais découvert une boîte qui faisait 15 000 € de MRR, enfin pas de MRR, juste 15 000 € par mois. Et c'était un e-commerce qui te permettait de customiser tes jarres où tu allais mettre les cendres de des morts de tes proches. Je sais pas si tu te souviens de cette boîte-là. Donc en gros, tu as un vase, quoi, et en gros, tu peux le customiser si tu veux. Donc si tu as un mec qui est fan de Johnny Hallyday, tu peux customiser son vase, quoi, à la Johnny Hallyday. Ça coûtait plusieurs centaines d'euros. Euh, Probablement qu'il y a enfin, que c'est un marché à plusieurs millions ah, d'euros, mais les vases de Johnny Hallyday. ah oui, mais pas que de Johnny Hallyday, mais je pense que la Euh, customisation du post-mortem est un putain enfin, c'est gigantesque, quoi, je pense. ouais. Donc voilà, juste, je pensais à ça. Ouais. Mais par rapport à ça, il y a plein de boîtes qui se lancent en ce moment sur la retranscription de ce qu'a été la vie de mes grands-parents, ce qu'a été la vie de mes Ouais. parents, Tu veux nous etc. en Et qui parler, tout entend. ça? Vas-y, j'ai envie que tu te lances. Allez, je sens là, t'es chaud là. Non, mais enfin, j'ai pas vraiment d'input, c'est juste que c'était. Quelle est la première boîte que tu m'as pitchée? Ouais, le contexte de ma première Le boîte, c'est. contexte à la première boîte, vas-y. Bah, Vas-y. non, mais le contexte, c'est celui d'un gosse qui pense que tout est faisable dans le monde et qui, d'ailleurs, c'est toujours vrai, tu vois, mais enfin, que je suis toujours un gosse et que je pense toujours que tout est faisable. Mais à l'époque, j'étais vraiment perché et j'avais voulu C'est quand? Déjà, créer, c'est quand? Vas-y. sortir du Contexte, wagon endroit. 2016. On. 2016, on était en Belgique, c'était juste Ouais, après le wagon. Et je me souviens, on était en train de boire une bière ensemble dans le café d'un cinéma. ouais. Et tu m'as dit, j'ai une idée, il faut que je t'en parle, mais tu vas me prendre pour un fou. Voilà, mais c'était ça l'idée. Mais d'ailleurs, tu m'as pris pour un fou, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous Non, êtes de l'autre côté de votre écran et que vous voulez pitcher une idée à Jedi, réfléchissez bien. non, mais non. Parce qu'il n'y a rien de Pas du pire quand on n'est pas sûr de soi que de pitcher une idée à Jedi qui te regarde tout. comme ça. Ah, mais mec, mais t'es loin en fait. Comme j'étais, pour le coup, pour sa défense, Non, mais j'étais vraiment attends, loin à attends, l'époque. attends. À l'époque, j'étais surtout un grand con, je pense, fondamentalement. Non, mais Ma t'avais des barrière de... objectifs qui étaient très terre à terre à l'époque. Ouais, et ma barrière du possible était aussi, enfin, dans mon esprit, était très faible, quoi. Donc voilà, voilà, j'étais pas assez naïf. Mais des fois, je pense Ça, c'est qu'un une bon réflexion entrepreneur qu'on doit qu'on se être un peu fait, naïf. ouais, qu'on s'est fait Ouais. récemment d'ailleurs, que quelque part, le fait qu'on ait autant d'expérience et de track record, etc., ben, quelque part, ça nous rend un petit peu plus désillusionnés sur la vie et sur les étapes à faire pour pouvoir faire une belle boîte. Or, des fois, pouvoir être naïf, c'est ce qu'il y a Ouais, c'est la meilleure force que tu peux avoir. Genre, clairement. si Mark Zuckerberg, quand il avait lancé son espèce de Facebook pour voir les meufs bonnes de son lycée, enfin de son université, avait en tête Facebook qui manipule les foules 10 ans plus tard, Mm, 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 mm. enfin, ça n'aurait pas pu fonctionner. Il fallait être naïf à Clairement. la base. Ouais. Et je pense que la Et, naïveté, c'est une qualité en fait. ouais. C'est une qualité. Il faut toujours avoir ce regard d'enfant, en tout cas, quand tu penses à une nouvelle aventure, quoi. Après, évidemment, en cours de route, il faut rationaliser les choses, il faut faire les choses bien, mais, euh, mais toujours penser que tout est possible, je pense que c'est une vraie force. Et des fois, on perd un peu ça. Et c'est super intéressant. Après, tu continueras l'histoire, mais c'est super intéressant que tu me dises ça parce que j'ai parlé hier à un pote et un pote entrepreneur qui est brillant et il m'a dit. Euh,
Là, en 2020, il a pas de boîte. Enfin, s'il a une boîte, il fait quelques cas, ça se passe bien, mais c'est en side, qui est automatisé, genre il pépouze quoi, tu vois? Mmh. Et hem et il me dit, et c'est ouf parce qu'en 2020, hem, donc avant, il était souvent avec moi dans l'écosystème et tu vois, on parlait avec beaucoup d'entrepreneurs ambitieux, naïfs mais ambitieux, tu vois? Et en fait, ils avaient des visions très grandes et il y en avait qui arrivaient à atteindre leur vision et faire des choses très grandes et des choses quand tu parles avec ce genre d'entrepreneurs, tu te dis: «Mais c'est un gosse, qui pourrait aller partout, courir partout et réussir tout ce qu'il fait», tu vois? Parce qu'il est tellement fort, tellement Mmh. ambitieux, il a tellement d'intensité dans ce qu'il fait et il me dit en 2020, bah, en fait, je suis isolé chez moi et en fait, je ne vois plus des gens comme ça et du fait que je ne vois plus des gens comme ça et que je ne le ressens plus, en plus, c'est quelqu'un qui est très, dans le feeling et dans le ressenti humain, tu vois? Et vu que je ne ressens plus cette énergie, bah, en fait, mon énergie, elle a down, down, down et on avait cette discussion en message privé et que j'avais exactement le même ressenti en 2020, toujours maintenant et de ce fait-là, heu, tu vois, ça détruit encore un peu plus ma naïveté, en fait. Et c'est dommage. Je pense que ça fait du bien de s'entourer de gens, ambitieux, qui Ouais. font les choses et parce que ça tire vers le haut, quoi. Et donc juste, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai eu la discussion hier avec quelqu'un donc c'est assez intéressant. Et donc C'est ouais, un donc challenge, on hein, est mais je pense pardon. que, par exemple, le voyage slash, s'ouvrir à d'autres trucs, qui étaient pas prévus à la base, c'est un moyen de vite, retester, cette espèce de carapace qu'on peut vite avoir et la fendre, en fait. Mmh. Mais en fait, on en parlait je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais aussi, mais j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes, et je sais pas d'où j'ai tiré cette idée-là, si je l'ai volée à quelqu'un probablement, mais c'est la même chose avec tes relations. Quelque part, il y a toujours un moment où tu es déçu, soit par un pote, soit par une meuf, par n'importe quoi, par un collaborateur et le réflexe de base, c'est de s'endurcir et de rajouter une carapace supplémentaire. C'est-à-dire, donner un peu moins d'amour, donner un peu moins d'amitié, donner un peu moins de de responsabilité à ses collaborateurs et cetera et en fait, le vrai, vrai, vrai enjeu et c'est Faire ça qui est l'inverse. super difficile, c'est de faire l'inverse, c'est de donner plus à chaque fois. Et c'est très fort quand tu arrives à te mettre dans ce mindset-là et à l'assumer, Ouais. bah, finalement, tu as C'est un cercle vertueux qui s'installe autour de clairement toi et c'est parce qu'en fait et ça marche. l'upside vaut plus que le downside, en Mmh. fait, dans l'équation. Ouais. C'est-à-dire que plus tu vois, à chaque expérience, plus tu mets plus d'intensité dans celle d'après, plus tu découples les possibilités qu'il y ait un upside et dans ce genre de relation, l'upside vaut toujours plus que le downside Mmh. et c'est la même chose quand tu es dans une boîte. Donc voilà. Donc ouais, totalement d'accord. Ouais. OK, bon, et du coup, pour terminer, c'était une bête boîte, Non, non, qui non, 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 mais attends, tu vas continuer à nous parler de ton histoire. non. Attends, allez, donc on est dans un café, tu me dis: «Ouais, j'ai une idée», tu vas me prendre pour un fou, je sais pas si je dois t'en parler, vas-y. Bon, déjà, il y a un problème, c'est que je faisais partie toujours des gens qui pensent qu'il faut pas raconter son idée de peur qu'on nous la Oui, vole. alors, c'est ça, il avait Donc, l'erreur de base qui est de: «Faut pas en parler sinon on va me la voler». C'est vrai, ça, je me souviens. et ça et même il y a des gens qui nous envoient des emails et cetera, qui pensent que les idées se volent, c'est très rare. En général, les gens ont mieux à foutre que de voler des idées, qui sont la Ouais, plupart du temps uluberlues en plus, ouais. ce qui était le cas pour moi et du coup, en fait, c'était pour ça que j'avais fait le wagon, c'était pour coder une app et faire un espèce de enfin, oui, de petit objet, connecté qui permettrait en fait d'une façon ou d'une autre, j'avais pas vraiment imaginé le concret, c'était la première erreur, de faire passer des souvenirs de génération en génération. Parce que j'étais dans une période de ma vie où je voulais garder, contact avec certains apprentissages que j'avais eus via des personnes, plus âgées que moi et je me dis: «Putain, je veux garder ça», tu vois? Et au-delà de la mémoire, je voulais trouver un moyen en fait de hacker ce problème-là et puis même d'un point de vue social et j'avais commencé aussi à creuser d'un point de vue social ce que ça voulait dire. Pourquoi est-ce que l'être humain est la seule, animal à enterrer ses morts, tu vois? Et cetera et il y a c'est très, c'est en fait, c'est très, très deep, et c'est aussi tout le
tout le mauvais versant aussi, ça, c'est que c'est trop deep pour un premier projet. Mais du coup, 2-3 ans après, je vois des gens qui se lancent et qui font ça. Ils font des petits livres, des petites vidéos, etc. Ils font une plateforme Ouais, où ils envoient un ouais, petit enregistreur à ta ouais. grand-mère, ou bien alors ils font C'est une quoi, BD selon pour elle. toi, l'erreur de réflexion que tu as eue à ce moment-là? Moi, je pense que, a priori, c'est que tu t'es arrêté sur un format. Je me souviens qu'à l'époque, tu me parlais beaucoup de tu le voyais l'objet. C'est-à-dire, tu Hmm. disais, je sais pas si c'était même une petite pyramide, je crois, ou un truc pareil, Mais et tu voyais l'objet en mode copier. Non, mais tu voyais le truc et tu me le pitchais en le voyant. Et je pense que une des premières erreurs, c'est de imaginer la solution avant de être sûr de la problématique et du coup, en fonction de la problématique, quelle serait la solution la plus adaptée à la problématique. Tu vois? Et ça, c'était la première erreur. Mais la deuxième, et l'erreur fondamentale, c'était d'avoir été non pas naïf, enfin naïf, mais aussi mégalo. Et là, j'ai un pote qui est dans la même situation que moi, mais c'était il y a quasiment 10 ans maintenant, tu vois. Enfin non, il y a 8 mmh, ans. Mais là, j'ai un pote qui passe par la même étape, et c'est l'étape quand tu veux devenir entrepreneur où tu es mégalo et tu penses que tu peux changer le monde dès le début, en fait. Or, quand on dit qu'il faut être naïf, il faut être naïf dans le sens où je pense que il faut être naïf et aussi être ambitieux mais mesuré, tu vois. Une fois de plus, Mark Zuckerberg, il n'a pas commencé Facebook en faisant Facebook, il a commencé en faisant un petit répertoire des meufs bonnes de son mmh. lycée. Et ouais, j'étais beaucoup trop mégalomaniaque, j'étais plus amoureux de l'idée que de l'exécution, en fait. Et ça, c'est le troisième point, voilà. Un jour, ça se fera, ce sera peut-être moi, ce sera sûrement quelqu'un d'autre, mais je pense que, et c'est ce que tu disais à la base, c'est qu'il y a moyen de valoriser l'espèce de moment qu'il y a juste après la mort, juste avant et juste après la mort, beaucoup plus que ce qui n'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore très dark, très, ouais, je sais pas dire exactement j'arrive pas trop à décrire ce moment-là, mais tu passes en fait Ouais. par des Déjà, c'est process qui tabou, sont là et qui sont pas remis en j'ai cause. l'impression que c'est sacrément Hmm. tabou. Je dis déjà Oui. ça j'ai l'impression que c'est très tabou. Tu parles pas de ça d'habitude. Enfin, tu vois? Je serais Et en curieux de faire un business, voir. c'est encore pire, quoi. Ouais, Ce serait ah, mal vu. par contre, il y a des business, qui existent depuis des millénaires, qui s'occupent des Ouais. morts et de ce qui se passe après la mort. Donc c'est Hmm. pas mais ouais, ouais, non, 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 ouais, je me souviens et donc j'avais une réaction de con, à l'époque, je me souviens Non, mais et c'était in un bon fine learning pour moi, en fait, à la rigueur, cette idée n'a servi à rien à part à me faire perdre du temps en rêvassant. Et en designant l'idée finie, alors qu'il y a tout un process beaucoup plus simple en étant un peu beaucoup plus A/B testeur dans sa tête. Mais toi, ta réaction m'a servi beaucoup plus par la suite. Parce que j'ai été frustré, je me suis senti nul, et puis ensuite, dans la seconde vague, je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, ben, c'est parce que t'es pas du tout prêt, quoi. Et là, j'ai pris Get My Shit Together, et puis j'ai recommencé à faire autre chose, tu vois. Donc finalement, c'était un bon learning. Euh, mais probablement que si je te l'avais pas pitché et que je l'avais pitché à quelqu'un d'autre qui m'avait dit ouais, vas-y, on y va, j'aurais aussi appris d'autres trucs, tu vois. clairement, clairement, Euh, voilà. clairement, clairement, clairement et non, je suis totalement d'accord. Cool, tu as Je te raconté la parle de petite ma next histoire. idée. Je voulais que tu la racontes cette petite Ouais. histoire. On en aura plein d'autres, des petites anecdotes comme ça assez croustillantes. J'en ai pas là tout de suite en tête, mais on en aura en cours de route. Ouais, vas-y, Mais heu, le vas-y, vas-y. problème, c'est qu'on voit tout le temps l'entrepreneur quand il a fini et qu'il est successful, tu vois. Ou bien alors, Ouf. il y a, enfin, Il y a tu, plusieurs tu choses. Il vois y a pas déjà c'est ouais. ça. On voit pas le struggle de l'entrepreneur. Il y a le biais du survivor, donc le biais du survivant. C'est qu'on entend toujours l'histoire, de l'entrepreneur qui a réussi, à travers ses yeux aussi et en fait, l'entrepreneur qui a réussi, il a il a, hem, il a Un réussi pour un rétro tas de storytelling. paramètres. C'est ça, il a réussi Ouais. pour un tas de paramètres et en fait, naturellement, il va sélectionner les paramètres qui lui conviennent. Et peut-être, son succès peut-être dépend de 4 paramètres et lui, en fait, in fine, il va prendre celui qui lui convient le mieux, mais il ne le fait pas exprès, il le fait naturellement et il va dire: «Oui, tu sais, moi, cette boîte, 5 ans, on l'a vendue, succès phénoménal, c'est tu vois, on a réussi grâce à paramètre C», tu vois? C'est Hmm. ça, en fait, tu vois? C'est ça la clé et en fait, il y a AB avant et AB, il t'en parle pas, tu vois? Et il y a Ouais, aussi tout le reste de l'alphabet qui est, tous les trucs aussi sur lesquels il s'est cassé la gueule qui en fait aurait pu être,
des paramètres de succès, mais du fait qu'il s'y est juste mal pris ou qu'il a pas eu de chance, c'est des paramètres de failure. Tu vois Oui, ce que je veux dire? et là-dessus, je pense que c'est Oussama Amar qui disait un truc hyper intéressant là-dessus. Il disait: «Ouais, OK, c'est bien, mais en fait, les entrepreneurs qui se cassent la gueule, en fait, tu reconnais un bon entrepreneur parce que quand il se casse la gueule, il oublie très rapidement qu'il s'est cassé la gueule sur un truc». Et en fait, c'est une machine de self improvement C'est permanente, en ça, fait. Du coup, exactement. tu te casses la gueule C'est sur un ça, truc, tu penses plus 2 semaines après, tu penses plus parce que tu as d'autres problèmes à régler, en fait. exactement. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est ça. Et oui, mais on voit pas le moment, et le rétro storytelling, moi, il y a un moment où franchement, j'avais beaucoup de mal avec le rétro storytelling des entrepreneurs, tu vois. Tu vois des types qui passent dans les podcasts, ils font croire que tout va bien dans la boîte, alors que tu as des mecs qui travaillent pour eux, et tu les connais, tu sais bien que c'est l'envers du décor est Après, il y a souvent aussi, horrible. ce qu'un entrepreneur, il doit être aussi une double facette. C'est-à-dire qu'il doit être une facette, publique où il doit raconter une histoire et il doit également être une facette interne où il doit vivre une autre histoire. Et ça, je pense que tu as du mal là-dessus. On a souvent des conversations là-dessus et tu as du mal, je pense, là-dessus. C'est pas négatif ce que je dis, hein. Je dis juste Mmh. que pour toi, il faut être aligné à 100 entre la facette externe et la facette interne d'un entrepreneur. Alors que la réalité, c'est que l'entrepreneur, il doit toujours pitcher le bien publiquement, il doit pitcher tout ce qui va bien, et en interne, il doit gérer tout ce qui va mal, Mais tu je vois? suis d'accord pour pitcher tout ce qui va bien, mais je suis pas d'accord pour s'inventer une vie, tu vois? Alors je suis pas d'a il faut pas Ça, j'ai beaucoup mytho, de mal. il faut pas mytho, je suis 100 d'accord sur le fait qu'il faut pas mytho, mais tu dois pas ça sert à rien, en fait, ça n'apporte rien de pitcher le négatif de ce qui se passe à l'intérieur. Sauf Heu, sauf si tu pars du principe que exposer sa vulnérabilité, ça te fait gagner des points. Et moi, je suis pas sûr que ce soit le cas dans tous les cas et de je pense figure. il Par y a des contre, je pense que contextes. c'est bien. Je pense qu'il y a des contextes. Non, 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 mais dans Tous le les sens où entrepreneurs qu'on admire, c'est des gens qui se sont exposés, en ouais, mais choisissant pas pour être toujours toujours. intense. Pas toujours, c'est-à-dire qu'en fait, c'est où est-ce que tu t'exposes, enfin, c'est-à-dire où est-ce que tu vas communiquer ton exposition. Oui, C'est-à-dire, tu vois, tu si par choisis. exemple, tu vois, regarde, imagine, je suis à The Family, une soirée, il y a 30 entrepreneurs brillants. Ça fait totalement sens que les 30 entrepreneurs brillants passent leur soirée à raconter de galères qu'ils ont. Tu vois? Ça fait sens. Parce qu'en fait, le fait qu'ils communiquent ça va bénéficier aussi aux autres entrepreneurs brillants qui sont au même stade qu'eux ou qui sont en train d'atteindre le même stade qu'eux et ça leur permet aussi de s'exposer émotionnellement, d'avoir du support, et d'avoir du retour. Par contre, si tu participes à, je sais pas moi, un podcast et l'objectif de ton podcast, il faut toujours voir pourquoi on fait les choses. Si tu participes à un podcast où tu as interviewé et l'objectif, par exemple, tu viens de lever de l'argent et l'objectif, c'est de recruter tes prochains 30 employés qui seront des triple A employees, ça, n'a, ça ne te rapporte rien de raconter toutes les galères que tu es en train de vivre. Bien Par sûr. contre, ça te Bien sûr, rapporte il de faut pas être con. raconter, voilà, c'est ça, tu vois? Tu vois? Donc il y a des contextes. Donc je pense que sur le même laps de temps, tu peux avoir plein de galères et plein de réussites. Il y a des situations où ça dans ton avantage de parler de tes réussites, il y a des situations, c'est dans ton avantage de parler de tes galères. Et je pense pas qu'il faut toujours parler de la même chose partout. Tu vois? Je crois qu'il faut modérer ça et encore une fois, c'est tout a un objectif. Si tu parles sur un podcast, imagine tu parles tu es invité sur un podcast de growth, et tu veux recruter ta prochaine star de growth et tes prochains, 10 autres employés et tu sais que ce podcast est écouté par des employés des potentiels futurs employés très brillants, tu vas jouer là-dessus, tu vois? En tout cas, moi, pour avoir parlé avec plein d'employés qui sont tous brillants, je peux te dire que l'entrepreneur qui passe dans un podcast et qui vient raconter que la vie est belle et qui vient te lever de l'argent, ça, je ne sais pas quel genre de triple A tu recrutes en faisant ça, mais pour moi, la plupart du temps, c'est des mecs qui, pareil, viennent plein de. Enfin, non, je pense pas que ce soit les bons profils. En tout cas, pas les Ouais. profils que moi je voudrais recruter en tant qu'entrepreneur si un jour je dois recruter des gens. Donc je pense que ouais, en effet, Après moi, je pense en filtre, choisir c'est-à-dire que le truc sur lequel tu veux t'exposer, c'est hyper important. Tu peux pas tout raconter à tout le monde. Par contre, ne pas tomber dans la rengaine et dans l'histoire classique du hey, on a levé des fonds, hey, on recrute, hey, tout se passe bien, hey, on est en train de disrupter un marché. Ça saoule tout le monde en fait. Et donc je pense qu'il y a besoin d'un renouvellement du storytelling à ce niveau-là. Et c'est ce que tous les indie makers font et font très bien et qu'ils ont très bien compris, c'est que les gens, en fait, ils sont en empathie avec les gens qui ont des problèmes et qui choisissent en tout cas d'exposer une partie de leurs mmh, problèmes. Je pense que ça, c'est ouais, je sais très pas. fort et que c'est Moi je encore moi sous-utilisé par la plupart des entrepreneurs Je comprends, ouais. qui sont Moi, un je petit pense que peu je serais tous la plutôt la merde. personne qui en interne,
parlerait de toutes les galères qu'on a et serait super franc avec les gens, c'est pas un problème, mais qui Ouais, on a expliquerait fait aussi que c'est important qu'en externe, on dégage une certaine facette, parce qu'en fait, on veut créer une aura qui attire une certaine typologie de personnes et après tu peux filtrer. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est de recruter les 20 prochaines stars, que tu joues le très bon showman qui du coup fait en sorte que dans ton pipe, il y ait que des stars qui rentrent. Et après, en fait, tu descends les stars et dans le processus de recrutement, tu leur fais vivre la vie en interne et tu leur expliques aussi la galère que tu as en interne et qu'en fait, c'est pas noir ou blanc, c'est gris et que je vais t'expliquer que c'est gris. Et en plus, on a besoin de toi pour que tu nous aides pour que ça devienne blanc. Tu vois, moi, ce processus-là ferait plus sens que upfront te balancer toutes les galères qu'on a, quoi. Parce que je ne mets pas les cartes de mon côté, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Euh, En fait, ça revient typiquement en fait à l'histoire de est-ce que tu et ça c'est du Nassim Taleb aussi, est-ce que tu veux te faire opérer par un médecin qui arrive en costume cravate avec les ou par un doigts tout boucher. propres ou par un type qui a des cicatrices et que tu Ouais, vois qui répare. Et ben voilà, moi je ouais, pense que je préfère travailler pour un boucher que ouais. pour voilà, bon t'as compris, un chirurgien qui roule en Porsche et qui opère 2 fois par an, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et oui, oui, ouais, je pense juste qu'il y a de la nuance là-dedans. Mais bon, Oui, on bien sera pas sûr, d'accord. bien sûr. Et c'est cool parce Non, que non, mais je suis c'est très d'accord cool avec toi, il parce y a de la que nuance. c'est cool parce qu'on n'est Il pas faut pas être toujours con, quoi. d'accord sur tous les sujets et c'est cool. C'est cool, j'aime bien. On est même Euh, rarement d'accord. on est Là, on est à rarement une d'accord, ouais. heure 7. Est-ce que je te pitch Vas-y, vite une vas-y, idée vite vas-y. fait? Vas-y, balance, balance. Alors, Les pareil. gens apparemment ont aimé le fait que le format est un peu plus long, donc vas-y. Ok, d'accord. Du coup, repurpose grâce au Covid, les hôtels. J'ai trouvé une boîte, enfin, on m'a envoyé une boîte qui s'appelle Daycation et qui, en fait, prend les hôtels 3, 4, 5 étoiles et les repurpose euh, en vendant des passes une journée. Alors, ça peut être vu comme un pass genre en mode wellness, viens passer la journée à l'hôtel, tu as, t'as un truc tout compris pour toute la journée, tu dors pas, tu dois pas te réserver de chambre. Ou bien alors, ça peut être vu aussi comme un des endroits les plus classes pour aller bosser pendant une journée, quand tu es freelance, quand tu es employé en Ok. remote, etc. Et je trouve ça super fort. Et C'est quoi c'est le nom pour de la moi, boîte? Parce qu'il faut que je visualise le truc. Daycation. Tu peux aller voir sur daycation.co, je crois. Daycation. Ok. Et, euh, Et quelque part, en fait, c'est un repurpose de l'hôtel de luxe en resort 100% versus en un compétiteur pour WeWork. Et je trouve ça assez fort. Euh, et, euh, et, euh, et Peter Libels en avait parlé sur Twitter. Je ne sais pas si tu avais Hmm. suivi le thread ou C'est pas, cool où il ça. disait la plupart des Ouais, je hôtels bosse à qui l'hôtel ou je sais commencent. pas quoi. Ouais, Ouais, en fait, je bosse à l'accueil d'un hôtel ou je sais pas quoi là, il disait ouais. mais ouais, lui de manière générale, de toute façon, tous les mecs, enfin, nous, même nous à Paris, on a déjà allé bosser plein de fois dans un hôtel, j'ai oublié le nom Ouais, de l'hôtel là, ouais. C'est qui est assez. je deviens malade dans cet hôtel maintenant. Mais oui. Il y a trop de gens? C'est le, non, c'est quoi le nom de l'hôtel? Je sais pas, Encore? c'est dans le deuxième rue, Ouais, je sais j'ai plus quoi. oublié. Mais en fait, c'est parce que genre, alors non, c'est pas qu'il y a 30 gens, c'est qu'il y a une typologie de gens un peu bizarre, je trouve. Mais bon, c'est un autre sujet ça. Mais C'est un autre il sujet. faut Mais pas. oui, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, Peter Olivers avait fait un tweet en disant, c'est drôle parce que dans les SaaS d'entrée des hôtels, souvent on est confortablement mis, on est au chaud, et un hôtel en général, il a un bon Wi-Fi. Il est, tu vois, de base, il est quand même censé avoir un bon Wi-Fi. Et ce qui est drôle, c'est que tu peux t'installer et on va rarement te dégager quand on est en SaaS d'un hôtel. Et donc, il disait, en fait, des fois, je passe des journées dans les SaaS d'un hôtel et on me dégage pas, je suis pas obligé de consommer, il fait chaud et j'ai du Wi-Fi. Et je suis dans Maintenant, une bonne ambiance, quoi. imagine, tu as un pass à 25 € la journée pour aller bosser dans un hôtel classe et tu as, par exemple, boisson illimitée ou bien alors 2 boissons par heure, etc. Mec, mais c'est un no-brainer pour la plupart des remote workers. Mm, mm, Tu mm. as tous les avantages et zéro inconvénient. Et l'hôtel, ça lui permet de dégager du profit, en tout cas de faire du business, quand, dans le cas du Covid, par exemple, eh ben, il y a des problèmes. Ouais, Tu peux pas faire dormir les gens, etc. Donc je trouve ça ouais. assez fort. Je pense Ouais, que c'est un truc qui est facilement activable. Je peux vite détailler la façon dont je m'y prendrais, hein, mais juste pour tester si l'idée vaut la peine d'être faite en France, je me restreindrai à une zone, par exemple Paris, Île-de-France. J'irai lister tous les hôtels qui sont des hôtels de luxe ou des hôtels high-end. Et puis ensuite, je fais une liste, ça peut être juste une Google Sheet, ça peut être un site web qui fait un import de la sheet et qui la display un peu mieux. Et je ferai des pubs
juste sur AdWords et sur Facebook pour voir si les gens réagissent, si les gens sont prêts à payer. Si les gens sont prêts à payer, à ce moment-là, vous allez trouver les 4-5 hôtels sur lesquels les gens veulent plus aller et vous allez négocier des passes. Et puis derrière, soit vous négociez un prix avec l'hôtel en mode fee sur le pass, soit vous négociez avec l'hôtel un fee sur le pass plus inscription sur le site web. Donc en Mmh, gros, mmh, mmh. ça peut être une subscription. Et ça, je pense que c'est très fort. Et d'ailleurs, juste pour donner une tendance, c'est Peter Levos qui l'a dit, maintenant les hôtels bid sur AdWords sur remote work. Donc c'est-à-dire que c'est une tendance qui est probablement émergente en ce moment, et parce que les hôtels veulent se repurpose, et moi je pense que c'est du WeWork à plus, moins cher. Ouais. Alors, je pense que c'est génial. Maintenant, je me pose la question post-Covid. Est-ce que moi, un patron d'hôtel un peu chic, j'ai envie d'avoir 30 mecs Tu montes dans les le prix. hall d'entrée avec leur ordi ouvert? Tu montes les prix. Si t'en veux pas Ouais, 30, ouais. tu Je sais peux pas. En réserver une fait, salle tu pour, vois, tu par vois, je sais exemple, pas. moi, j'étais, enfin, tu vois, j'étais dans un hôtel là récemment à Bruges, même quand je vais dans d'autres hôtels un peu chics. Tu vois, si je rentre en tant que client et que je vois 30 pélos avec leur ordi en train d'être tout focus sur leur ordi, certains à faire des calls et tout, je sais pas, ça me refroidira un peu, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un type d'hôtel. Ah ouais, Mais là, tu parles juste du remote work, hein, on est d'accord. Il y a ouais, ouais, plein ouais, d'autres ouais. opportunités. Ça peut être du resort, ça peut être du wellness, ça peut Oui, être du spa. oui, on est d'accord là-dessus, on est 100% d'accord. Donc oui, oui, je pense que oui, juste il faudra trouver un moyen. Genre, quel est l'argument que tu vas donner aux hôtels qui vont te dire ouais, mais j'ai pas envie d'avoir 30 pélos dans mon sas, quoi. Simplement. Oui, oui, Mais non, oui, mais t'es pas obligé de faire ça. Enfin, une fois de plus, je pense pas que la plupart des hôtels laissent de toute façon les. Enfin, si t'es un client dans un hôtel et que tu veux une salle pour travailler, la plupart du temps, il y a une salle de travail, tu vois. Si tu veux ouais, pas travailler dans ta chambre. pour le coup, ouais, il y a des salles de travail. Moi, je bossais quand j'étais étudiant dans un hôtel. Il y avait deux, trois salles de travail qui étaient très grandes, très spacieuses, Mhm. où tu pouvais bosser. Et là, oui, clairement, tu vois, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, non, ce que c'était juste, je fais l'avocat du diable. Je dis juste que j'aimerais trouver l'argument à donner, le contre-argument à cet argument-là. Mais à part ça, je trouve que c'est une très bonne idée et je pense que c'est à test. Et ils sont tous en galère. Ils sont tous en PLS, les hôtels. Donc, oui, il faut qu'ils trouvent des solutions et je pense que ça peut être une bonne solution, clairement. Clairement, clairement. Parfait. Ben voilà. Donc Si voilà, quelqu'un veut se lancer. si quelqu'un va Je se pense que lancer. c'est facilement, en tout cas, testable, exécutable. Les premières étapes sont facilement faisables. Grave. Est-ce que je te parle d'un petit truc là, pour Allez, finir? vite fait pour clôturer en beauté. Ouais, pas vite, je sais pas, vite fait, on va voir, on va en parler. Tu vois Dixième de petit qui je vais truc. parler. Ouais, mais alors, tu vois de qui je vais parler. Je vais parler je sais pas si j'écorche son nom, de Harvey Multani. Ah oui. Oui. Alors, j'ai découvert un Alors, mec tu vas sur me Twitter, c'est lancer, gros. toi qui m'as fait découvrir. C'est toi qui m'as fait découvrir ce mec-là. Donc, il m'a fait découvrir un mec sur Twitter qui s'appelle Harvey Multani, qui est un ancien employé. Alors, le pire, c'est que j'ai pas découvert. C'est pas toi qui m'as fait découvrir. C'est que j'ai regardé tes derniers réponses à des tweets. Des fois, je te stalk. Il faut savoir que je regarde les réponses à tes tweets, enfin, les réponses que tu donnes à des tweets, parce que tu sais, tu as la catégorie tweets où je peux voir tes tweets, et des fois, Ouais. je peux regarder les réponses que tu fais à des tweets. Et donc, des fois, je regarde, parce qu'il m'est déjà arrivé de tomber sur des perles, et je me dis, il faut absolument que je regarde ça. À qui répond François? Euh, Et du coup, une fois, tu répondais à un mec qui s'appelle Harvey Multani. Et en fait, j'ai trouvé le sujet super intéressant, et donc j'ai creusé, toi aussi, et donc on va pouvoir en parler. En gros, Harvey Multani est un ancien employé je crois qu'il a bossé pour Coinbase, il a bossé pour Plaid, je crois, je suis pas sûr. Enfin, peu importe, il a bossé pour des belles boîtes. Il n'a pas l'air d'avoir bossé longtemps pour des belles boîtes, donc ça devait être l'employé un peu chaotique qui passe 6 mois et puis il repart. On connaît ça, on connaît ça. Mhm. Et en gros, ce mec-là, il veut créer de l'asset à long terme sur de l'asset risqué. De fait qu'il connaît le monde des startups et qu'il a de l'expérience, qu'il a un peu, genre, il a un cachet sur son CV qui est je suis passé chez truc, chez truc, chez truc. Il s'est dit, bah, en fait, moi, en plus, je comprends les startups, j'ai envie d'investir là-dedans. Mais ce qui est super dur, et toutes les personnes qui investissent dans des startups savent ça, c'est accéder au bon deal. C'est super dur.
Mmh. En fait, un entrepreneur, surtout aux US, et là on parlera peut-être aussi de la différenciation entre US et Europe. Aux US, quand il veut lever, quand quand il a des prédispositions de bon entrepreneur avec une bonne boîte, le problème pour lui, c'est pas de lever. Le problème de lui, c'est de sélectionner avec qui lever. Quand tu es un bon entrepreneur, que tu sors d'un YC ou même que tu as un track record ou que tu as une super belle traction, le capital, c'est pas ce qui manque aux US. Le capital, il vient, alors en Europe aussi, c'était de moins en moins le cas il y a quelques années, maintenant c'est de plus en plus le cas, mais le capital, il vient à toi. En fait, c'est les gens, ils veulent investir dans ta boîte parce que tu as trop de croissance et il y a trop de capital sur le marché. Et donc, c'est ce qui est compliqué, c'est que l'entrepreneur te sélectionne, en gros. Et donc, en fait, c'est toi qui pitch à l'entrepreneur presque. J'imagine le truc, mais enfin, j'image un peu le concept, mais c'est un Mmh. peu ça. Donc, la tendance est inversée. Et lui, il s'est dit, bon, je peux accéder à quelques deals, mais comment je peux faire pour scaler mon accès aux deals? Et donc, c'est d'essayer d'avoir un accès à tous les meilleurs deals des US. Et donc, il s'est dit, un cheval de Troie parfait, ce serait les employés. Ce serait parfait d'aider des employés à me faire rentrer dans un tour de table dans une boîte. Et donc, il s'est dit, comment je peux aider les employés à faire ça? Et comment, en plus, eux peuvent avoir un upside à ça? Il a dit, ben, moi, quand je bossais dans ces boîtes-là, j'aurais adoré moi-même investir dans les boîtes dans lesquelles je bossais. Mais ça, en général, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que tu as des employés, tu as tes 10 premiers, 20 premiers, 50 premiers, 100 premiers. Tu prends du capital d'investisseurs externes, de business angel externes, mais c'est très rare qu'un employé mette lui-même de l'argent sur la table pour prendre des parts supplémentaires à celles que potentiellement tu lui as données. Et lui s'est dit, c'est bête ça, parce que si on prend l'exemple, genre Slack, qu'on connaît ici tous, si j'étais employé chez Slack pendant la série A, donc deuxième tour de table, et que j'étais un employé et que j'avais mis 250 000 € sur la table et que je prenais comme tous les investisseurs alors, je vais vous expliquer c'est quoi le carry et cetera. Bouge pas trop là parce que je sais pas si ça OK, galère un ça peu? gâte. OK, OK. Vous voyez la belle mouette derrière lui et et je vais vous expliquer après comment il va sortir 250 000 € l'employé. Mais si j'avais mis 250 000 € à l'époque, et que je prenais 20 de carry, je vous expliquerai ce que c'est le carry, j'aurais fait au bout de 9 ans 45 millions de dollars. Si j'avais mis 250 000 € à la série D, donc ça veut dire à l'avancement des tours de table, et donc à la série D, normalement, la solidité de la boîte est quand même plus solide qu'à la série A, c'est graduel. Mmh. Si j'avais mis 250 000 € en série D, aujourd'hui, ça vaudrait 2 millions de dollars. Et donc, vous allez vous dire, OK, mais comment l'employé il sort 250 000 balles de sa poche? En fait, il ne les sort pas de sa poche. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui-même aller lever de l'argent auprès de son réseau. Donc, en fait, la thèse qu'il a, l'hypothèse qu'il a, c'est de se dire, quand je suis un employé d'une belle boîte, j'ai été recruté normalement par des gens brillants. En général, les gens brillants sélectionnent des gens brillants. Et de ce fait-là, autour de moi, naturellement, si je suis dans l'écosystème startup, je dois avoir des gens qui ont du capital. Je dois avoir un ancien ami de Harvard, de Berkeley, avec son père qui sont prêts à mettre 50K. Je sais pas, ça freeze, tu es toujours là? Ouais, je suis là. Ah OK, OK. Ouais, ça frisait pas en fait, c'était juste toi qui bougeais pas. Hem, heu, Mais de je t'écoute OK. avec beaucoup Heu, d'attention. j'ai par exemple un pote de Berkeley qui a 25K à mettre, un ancien employeur ou un ancien collègue de chez Uber qui a X milliers à mettre et cetera. Et en fait 250K, c'est pas très dur à aller chercher. Et si je veux, je peux même prospecter en plus de mon réseau, donc faire, ce que ferait un entrepreneur pour aller prospecter des business angels. Bien sûr, ouais. Et et donc, je vais chercher ces 250 000 €. Donc, c'est pas de l'argent à moi, c'est de l'argent d'investisseurs que j'ai été chercher. Je les mets dans ce qu'on appelle un SPV. Un SPV, c'est les initiales de Single Purpose Vehicle. Donc, en gros, c'est une structure qui est créée pour permettre d'investir dans des startups. Et en fait, tu peux, dans ce SPV, demander à plein de gens de mettre des petits tickets et après d'investir avec ce SPV le montant total dans la boîte. Et toi, vu que tu as créé le SPV, tu peux mettre des conditions à ce SPV. La condition classique, c'est de prendre un carry. Un carry, ça veut dire quoi? Et le montant habituel, c'est 20%. Un carry, ça veut dire que le jour où il y a une plus-value,
je redistribue la plus-value en fonction de ce que les gens ont mis dans le SPV et moi, je prends un pourcentage de cette plus-value. Donc, si j'investis 250 000 euros, on va arrondir les chiffres pour faire plus simple parce que je suis mauvais en maths. Si j'investis 100 000 euros et que ça vaut au bout de 10 ans 1 million d'euros, on a fait 900 000 euros de profit. Je prends 20% de ces 900 000 euros en gros, pour moi. Parce qu'en fait, je me suis occupé de tout ça. Je me suis occupé du deal, je me suis occupé de vous faire l'administratif, ce genre de choses. Mmh. Et donc, sa thèse, c'est de dire ça, c'est les employés, c'est des insiders, c'est des très bons vendeurs de leur propre boîte en général, parce qu'en fait, ils savent toute la boîte. Donc en fait, Et en plus, si un employé vient te trouver pour te vendre un deal dans sa propre boîte, c'est que déjà, au niveau du signal, tu dis, putain, Il y a quelque il a chose qui des se passe, quoi. employés, ouais, il a des employés, ils sont déter, quoi. Genre, c'est pas le mec qui se lève qui fait du 9-18 et après il rentre chez lui et il s'en fout. Non, non, non. Le mec, il est en train d'essayer de lever pour sa propre boîte, alors qu'il est juste employé. Mmh. Fuck, c'est que c'est balèze. Donc voilà, c'est très malin ce qu'il fait. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il. Alors, je connais pas le modèle de. Je connais pas le modèle exact de Harvey. Je sais qu'il testait ça tout au début. Donc, en fait, il avait créé des guides. C'est trop drôle parce que vraiment, c'était un guide de A à Z, en tant qu'employé, comment faire pour lever de l'argent. Donc, il disait étape 1, allez voir des gens autour de toi, essayez juste de prendre 50K. Tu leur dis, est-ce que tu me promets que tu commites 50 000 euros? Oui, oui, ok, top. Va voir n'en parle pas à tes autres employés. Va voir le CEO. Fais une réunion avec lui. Tu lui expliques A, B, C et tu lui expliques que tu as déjà 50K et que s'il valide, il va chercher le reste du montant. Et donc, en fait, tu donné vraiment un guide étape par étape de comment dealer ça avec ton CEO, comment trouver les 250 000 euros. Et je me souviens qu'à l'époque, il t'aidait à faire ça. Et il te disait, la seule condition, si tu veux que je t'aide au jour le jour même à te coacher pour faire ça, en plus de mon guide, c'est que tu me laisses une place en tant que moi-même investisseur dans le deal, dans le SPV. Si tu me laisses une place, si tu me laisses un slot, je t'aide à le faire de A à Z. Donc voilà, c'était assez long ce que je viens d'expliquer, mais je trouve ça Non, mais c'est très génial. clair. C'est génialissime. Il y a plein de business models possibles. Donc, non seulement toi, tu as accès à un deal en tant que Harvey, et donc tu peux en fait avoir des chevals de Troie dans plein de boîtes. Tu peux aussi te dire, bah, en fait, je t'aide de A à Z, je mets pas de ticket, par contre, je prends une partie du carry avec toi. Il y a tellement de business models possibles. Je pense que c'est très faisable aux US parce qu'il y a un volume de belles boîtes qui est énorme. Est-ce que c'est faisable en Europe? Certainement. Il y a certainement un volume plus faible, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire des choses. C'est la Euh, question que je voulais te et poser. ouais, je suis sûr il y a moyen. Non, je peux la Il y a moyen. spécifier? Vas-y. Est-ce que tu imagines, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu mets la probabilité qu'un entrepreneur français fasse ça avec ses employés? Hmm. Moi, je connais déjà la réponse, hein. Parce que j'ai Toi, enfin, oui. t'as envie de dire zéro, toi. Ouais. Écoute, je sais pas. Déjà, je sais pas si c'est heurté à cette barrière. Donc, s'il a eu en fait des employés qui lui ont dit, écoute, mec, j'ai eu ma réunion avec le CEO, il me dit, va te faire enculer, je le ferai pas. Je sais pas s'il a eu ça. Je Mmh suppose mh. il doit y en avoir quelques-uns, tu vois. Mais je pense que le truc, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 1 million de deals, tu vois. C'est que tu as 10 bons deals En tant que Harvey, OK, mais en en tant tant que qu'employé? Harvey. En tant que Harvey, oui. Donc, en fait, c'est juste une question de funnel. Moi, j'essaierai d'éduquer les gens un max d'employés sur ça, et puis de leur dire, bah, go apply pour que je t'aide. Et en fait, en aide un max. Et en fait, évidemment, tu en as plein qui vont prendre un non, mais il y en a plein qui vont prendre un oui. Et du coup, après, bah, tu auras 5, 10, 15, 20, 30 deals en Europe. Et au bout de, je sais pas moi, Mmh. 2 ans, euh, t'as pas besoin de plus, tu vois. Et donc, en fait, l'argument, qui est valide face à un entrepreneur, c'est de dire: «Écoute mon gars, tu pas beaucoup de chance dans la vie, en général avec les employés. Là, tu as un employé qui est là, qui est déter et qui veut mettre de l'argent, son argent à lui, l'argent de ses parents, l'argent de ses copains riches dans ta boîte. C'est-à-dire qu'il se commit sur le long terme avec toi. Moi c'est énorme Moi, enfin moi en oui, tant enfin, moi, je pense que ça ferait mouche chez moi. Je pense que ça ferait mouche chez toi aussi. Par contre, mais grave, ça montre heu, une intention de l'employé qui est gigantesque. Déjà, il est malin. Je trouve que déjà, il comprend les principes financiers de base.
Donc déjà, je ne deal pas avec quelqu'un qui ne comprend pas les choses. Tu vois, il comprend, il a une philosophie où il build de l'asset, etc. Donc déjà, je trouve ça bien personnellement. Après, est-ce que c'est bien d'un point de vue employé? Ça, c'est aussi c'est une vraie question. C'est est-ce que tu En n'as pas fait, le problème, c'est que la un employé plupart un des peu trop boîtes sont. ambitieux? Ouais, ouais, c'est ça. Le problème, c'est que la plupart des boîtes, en tout cas en France, enfin, d'ailleurs partout, à mon avis, se construisent sur une asymétrie de l'information. C'est-à-dire que les employés n'ont pas autant d'informations que les fondateurs, et les fondateurs, par exemple, passent complètement à côté de toute une série d'informations que les employés ont. Et dans la plupart des cas de figure, c'est une espèce de petit combat non dit entre ce que l'employeur sait et ce qu'il ne dit pas, et ce que l'employé sait et ce qu'il Alors, ne dit pas. je pense qu'il Enfin, doit y c'est avoir ma des boîtes vision saines. très. Oui, mais Ouais, ça, je pense qu'il j'avoue, doit y j'ai avoir une vision un petit peu très je euh, pense qu'il doit y avoir des boîtes négative du saines. sujet, mais je pense pas que. Ça peut se faire. Je pense que culturellement, oui, Ça, ça c'est. doit se Oui. faire plus facilement aux US. Ouais, Ça, exact. Exact. ça me paraît sûr. Mais je pense qu'il y a des exceptions européennes où tu peux faire ça. Ce qui fait que oui, tu as moins de volume, c'est sûr, mais tu es sur un modèle qui n'a pas besoin d'énormément de volume. Et tu es aussi sur un marché beaucoup plus petit où il n'y a pas 1 million de personnes qui font ça. Donc en fait, très vite, tu peux devenir la référence pour les employés ambitieux. Putain, il faut absolument que j'ai trouvé François parce que lui c'est sûr, il va m'aider, tu vois. Et tu peux très vite, je crois que c'est aussi un truc, beaucoup de réseaux, c'est-à-dire que s'il y a un head of product de Revolut qui t'écoute à travers une newsletter ou un podcast, qui vient te contacter, que tu l'aides à lever 250K et à rentrer dans un round Revolut, euh, euh, le mec, il va certainement en parler autour de lui, quoi. Déjà, ça sera un use case pour toi. Donc, c'est un use case que tu vas pouvoir montrer publiquement. Et en plus, lui, il a certainement, tu sais, quand tu es head of product d'une belle boîte, tu connais les head of product de toutes les autres belles boîtes. Hmm. C'est comme ça que ça se fait. Tu as le mec de la boîte d'à côté qui vient de lever, qui te contacte. Tu fais un podcast avec l'autre. Enfin, tu es copain avec tout le monde. Et donc, en fait, l'effet des réseaux, selon moi, genre, il est puissant là-dedans. Tu vois. Et de ce fait qu'il est puissant, tu n'as pas besoin en gros volume. Très vite, les premiers ils doivent être super chauds à voir. Je vais être honnête avec toi, je pense que les 3-4 premiers deals, tu vas galérer ta race à les avoir. Par contre, une fois que tu les as, il y a un effet de network qui peut être assez grand. Et comme je dis, tu n'as pas besoin de 1 million de deals. Hein. Tu vois. Oui, mais je pense en effet que c'est très 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 fort comme approche. Ouais. Et en fait, ça permet d'être aligné financièrement avec tout le monde. Et ça, c'est très fort parce que t'as pas de. Et puis aussi, du coup, j'avais DM Harvey pour lui demander, parce que moi, je voulais faire ça à la base. Et lui m'a dit, ouais, mais désolé, gros, pour le moment, je fais que aux States. Parce que la structure légale, la, la définition légale d'une action aux States, c'est pas la même que la définition d'une BSPCE en France. Parce que c'est pas du tout le même alignement. Donc moi c'est un Ouais. truc qui Je pense que qui m'a énervé. J'étais très déçu, non pas d'Harvey, etc., mais moi dans mon approche perso du trouvais problème, ça j'ai pas. très terre à terre et très simple à faire. Je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense qu'il y a des modèles de SPV connus. En fait, tu rentres comme tout syndicat, en fait. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est un peu, ça s'appelle un syndicat. C'est standardisé. Je connais une boîte au Luxembourg qui en fait fait que des syndicats pour des startups et des spécialisés là-dedans. Ça coûte autant à mettre sur la table pour qu'ils créent ton syndicat. Ils créent toute ta structure légale à Londres. Ils te font rentrer dans une boîte en un claquement de doigts. Et la structure légale, elle est là. La question à se poser, et j'ai aucune idée, et à creuser, est-ce qu'un employé peut faire ça? Je sais pas. Est-ce que, mais ça, à mon avis, on n'en a rien à foutre. Est-ce que ça envoie un signal aux autres investisseurs? Peut-être les investisseurs un peu concon, peut-être, oui, mais je pense qu'un bon invest, il prend pas du tout ça mal. Au contraire, en fait, il voit un alignement parfait. Donc, en fait, c'est génial pour lui. Donc voilà, je pense que c'est faisable. Je pense que le plus dur, c'est d'attirer les mecs. Ça va être vraiment d'avoir les 2-3 premiers mecs, quoi. C'est d'avoir le mec head of product chez Revolut. Enfin, je parle de Revolut, mais on s'en fout, n'importe quelle boîte qui est en train d'exploser. Revolut a déjà bien explosé, mais tu vois, c'est d'avoir les mecs et de leur dire je vais t'aider à faire ça, quoi. Je vais vraiment t'aider à faire ça. Et, euh, et, euh, et après, l'accès au capital, dans le sens où est-ce que lui va facilement trouver 250 000 euros? Je pense que oui.
Je pense qu'évidemment que c'est un peu plus compliqué aussi que les US, mais je pense que ça se trouve, quand tu bosses pour vraiment une très belle boîte qui a tout de son côté, tu peux les trouver, quoi. Après 250 000 €, c'est un montant, mais ça peut être moins, tu vois? Non, mais bien sûr, oui. Préciser ma pensée là-dessus, je pense que d'un point de vue légal, ça doit être faisable. Pas un copier-coller des sites, mais ça doit être faisable. Deuxio, trouver l'argent et le financement, c'est vraiment pas un problème. L'argent est une commodité à notre époque. Ouais, Mais par contre, c'est plus dans le blocage, ouais, le blocage culturel, je pense, ouais, je pense, est encore, enfin, risquerait de faire blocage par rapport à l'employé. Donc voilà. ouais. Mais sinon, ouais, j'adore ce type. Ce type est extraordinaire, hein. Je sais pas si tu as été voir ses autres trucs. Il a un profil Tinder sur Rome Il Research, a il est énorme. Il a une chaîne public. YouTube, donc vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube et sa dernière vidéo, c'est lui en train de prendre des protes parce qu'en fait, il fait du sport, je sais pas quoi. Et genre rien à voir. C'est-à-dire que le mec, il te sort 5 vidéos où il te fait un breakdown analytique sur un Excel de pourquoi en tant qu'employé, il faut que tu le fasses. Et genre, c'est des trucs un peu très techniques, très chiffres, etc. Et puis, il te fait une vidéo, il est sur sa table en train de se shaker de prot en mode aller pousser de la vente. Genre improbable, tu vois. Il est Il est génial. très très fort. Il est Et très très fort, ouais. il a un profil public de Tinder, quoi. Et enfin un public dating profile, comme il dit. Et là, Il est il dit tout génial. sur lui. Il dit tout. Limite, il donne sa taille, ses mensurations, Ouais, non, il est trop cool. Il est son trop cool. corps, son score à SAT, etc. Enfin, Il est report de ouf. Il donne summary. aussi, et ça c'est super intéressant, il donne sa performance en tant qu'investisseur. Il te dit, bah maintenant j'ai investi dans autant de boîtes, ma performance actuelle c'est autant. Sur Son son profil portfolio, Tinder? Enfin, non, non, son non, profil. Sur son site. il a fait un GitHub où il donne un peu ces data là. Son portfolio c'est Gorgias, très 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 belle boîte, dont un des grands growth hackers, Guillaume Cabane en France, a été et toujours je crois advisor. Mhm. Il a Pipe qui est une boîte qui est incroyable. C'est une boîte, si je me trompe pas, elle fait du crédit à des entreprises pour financer leur marketing en échange de leur, je dis peut-être de la merde, hein, en échange de leur futur MRR, un truc comme ça. Genre, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est Pipe qui fait ça, mais c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder, mais je crois que c'est Pipe qui fait ça. Better.com, Abstract Ops, Carta, Recharge qui a fait un exit. Donc, il a réussi à rentrer dans des sacrés bons deals, quoi. Et je pense qu'il y a place pour un mec comme ça qui va attirer les meilleurs employés en France, en Europe même. Juste, je vois pas pourquoi il faut faire ça en France, en Europe, et qui va rentrer dans les deals avec des SPV. Je pense Je vois bien le type de Snowball faire un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. Ouais, 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 je sais pas. Je vois ouais, bien, il aime bien parler de finances perso, etc. En plus, ouais, donc ouais. ouais. Mais Bon, bah, écoute, c'est cool. Vraiment, voilà. lui, j'adore les gens. De toute façon, d'une manière générale, c'est un type qui s'affiche sur Twitter, mais pas en mode il tire la couverture sur lui. Il est plus en mode je partage vraiment tout, à la limite des fois Partageable, quoi. de ce qui n'est pas partageable, quoi. Et, enfin, dans notre vision des choses, enfin dans ma vision des choses. Et donc du coup, vraiment un type bien à suivre sur Twitter. De ouf. Bon, Tu avais un autre truc à dire? Moi j'ai fini. Sinon, ça va repartir moi, sur j'ai 2 pas heures. d'autres trucs. Ouais, ouais, non, ouais, Là, j'ai on a pas battu d'autres le trucs à record, je dire. pense. Ouais, mais écoute, bah, c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'ai pas d'autres trucs à dire. Si, commentez, likez, partagez autour de vous. Rejoignez la communauté farmspot.co, le lien est dans la description. Pour ceux qui sont sur Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez, si vous voulez, sur Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et commenter. J'ai vu que des personnes l'ont fait, c'est trop cool. Merci à vous. On a 3-5 étoiles, alors qu'on n'a J'ai rien pas vu. demandé. On a même un commentaire, c'est génial. Partagez autour de vous, commentez, likez, faites ce que vous avez à faire. Ça nous fait plaisir, ça nous aide avec l'algorithme. Et l'épisode 8 est bouclé et on se voit pour le prochain. Ouais, à la semaine pro. Cool. Ciao, ciao, à la semaine pro. Ciao.